Le webinaire d'aujourd'hui cherche à répondre à la question suivante. En contexte de vieillissement accéléré de la population et d'urgence climatique, comment aménager les milieux de vie afin de favoriser la mobilité? J'ai envie de rajouter comment aménager les milieux de vie afin de réduire les appréhensions quant au déplacement. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir trois présentatrices chevronnées. Je vous les présenterai à tour de rôle à chacune de leurs présentations, mais celles-ci viendront nous apporter des éclairages et surtout des outils méthodologiques et autres sur des démarches qui ont été faites récemment au niveau de la mobilité des aînés. Je crois que ce sera un moment inspirant pour nous tous d'en apprendre plus, oui, mais surtout d'informer nos pratiques d'aménageurs, d'urbanistes ou de travailleurs communautaires voire même d'aînés au niveau de la mobilité. La première présentatrice, c'est, dans le fond, là, je me prends un petit moment un peu de fanfaronnade ici, c'est aussi le dévoilement du projet Pacte Rosemont, qui est un projet qui a été mené à bien par Mme Émilie Myriam Plante, je dirais de concert avec mon prédécesseur Raphaël Massé. Je ne sais pas s'il est là, je le salue, mais c'est un projet, quand je suis arrivé, qui arrivait déjà à la fin. Alors, nous avons attendu un moment un peu plus, je dirais, un moment où on pourrait mettre toute la table à la présentation complète de ce projet et pas venir un peu coincer ça. Alors, on est très heureux de pouvoir présenter ça aujourd'hui avec Amélie Myriam. Celle-ci, Amélie Myriam Plante, qui est chargée de projet Adaptation et résilience au CRE-Montréal, est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en psychologie ainsi qu'une maîtrise professionnelle en urbanisme. C'est une passionnée d'équité, d'enjeux de santé publique et elle a pu, entre autres, développer une expertise en design participatif d'environnement, en adaptation des milieux de vie et aux défis rencontrés par les citoyens de tous âges, ainsi qu'en accompagnement de villes dans leur démarche de lutte au changement climatique. Elle œuvrait jusqu'à tout récemment à Vivre en ville pour le projet des milieux de vie pour toute la vie, ainsi qu'un peu antérieurement, chez nous, à la table de concertation des aînés de l'île de Montréal pour le projet Pacte Rosemont. Au Creux, comme je vous disais, elle est arrivée dans les derniers mois, alors elle est toute nouvelle, toute fraîchement arrivée au Creux. Alors, Amélie Myriam, je te laisse la parole. Je te remercie beaucoup, Jean-Marc. Je vais effectuer mon partage d'écran. J'apprécierais peut-être que mes collègues me disent « Oui, tout va bien Bon, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je ne sais pas si mon collègue Blaise pourrait faire une opération. Ça devrait être rétabli maintenant. OK, merci. Effectivement, merci beaucoup. Donc, je vais vous enlever de là. Ça va bien? Vous voyez ma présentation? Parfait. Merci beaucoup, Jean-Marc, de me faire ce petit mot. Donc, effectivement, bienvenue, c'est-à-dire bonjour à mon tour. On m'a déjà présenté. Je suis effectivement actuellement au CRE Montréal et c'est ce matin en tant qu'ex-chargée de projet Transport et mobilité à la table de concertation des aînés de l'île de Montréal que je vous fais cette présentation du projet Pacte Rosemont. Et c'est merci à Jean-Marc Laforêt de m'avoir invité. Et vous allez comprendre le contexte de pourquoi c'est moi qui fais cette présentation-là à l'instant. Donc, effectivement, l'événement d'aujourd'hui se fait dans le cadre du lancement du rapport final du projet de recherche-action Pacte Rosemont et aussi dans le cadre du lancement de la boîte à outils des fiches, en fait, qui ont été élaborées. J'ai envie de vous dire bienvenue dans l'aventure Pacte Rosemont parce que c'en est une, vraiment. Moi, j'ai été embauchée à la fin de ce projet-là, donc c'est moi qui ai pu sortir les données et en faire du sens. Donc, j'ai eu la chance de faire ça. Donc, je vais faire aujourd'hui une brève mise en contexte du projet, vous parler de la méthodologie, du déroulement. Je vais surtout m'attarder aux résultats, aux recommandations et aux outils qui ont pu en découler. Qu'est-ce que Pacte Rosemont? Donc, c'est d'abord et avant tout, bon, c'est un financement Québec Amis des aînés, mais c'est un projet de collaboration issu d'une volonté du milieu. La table de concertation des aînés de l'île de Montréal, en collaboration avec la chaire de recherche appliquée, intervention urbaine et santé des populations
de l'Université de Montréal avec des organismes de quartier, la CDC de Rosemont, la table locale Vivre et vieillir à Rosemont, ainsi que le Carrefour Montrose. Et c'est greffé à ça, de manière ponctuelle à la fin, l'Observatoire de la mobilité durable de l'Université de Montréal. Je vous expliquerai dans quel contexte. Donc, Pacte Rosemont, qu'est-ce que c'est? Je vous explique l'acronyme. Je sais qu'il y a même des gens qui l'ont oublié. P pour participation sociale, ACT pour activité physique et E pour environnement. Donc, qui visait à mieux comprendre vraiment les liens entre environnement urbain, mobilité active, participation sociale et bien-être des aînés. Tout ça pour soutenir l'action, pour créer des environnements favorables au vieillissement en santé et évidemment, suite à tout ça, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vulgariser les connaissances issues de cette étude. Et c'est quelque chose que parfois qui est un peu oublié, donc c'est important pour la TCIM de mettre ça de l'avant, même si c'est un petit peu tardivement. Donc, la méthodologie, évidemment, comme c'est un projet de recherche, il y a eu au départ un comité scientifique qui s'est créé, un comité de partenaires, vraiment en concertation avec le milieu, qui s'est réuni en disant, bon, comment on peut faire du sens avec cette prévision de collecte de données quantitatives et qualitatives-là qui avait été prévue. Ensemble, c'est eux qui ont déterminé quel serait le secteur d'études dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Ils ont déterminé que ce serait plus avisé d'utiliser les lieux du district Étienne-des-Marteaux et du Vieux-Rosemont dans Rosemont. Donc, territoire plus ou moins délimité par la rue d'Iberville, la voie ferrée du Canadien Pacifique. Au sud, c'est la rue Sherbrooke, pardon, le boulevard P9, un petit peu le boulevard Rosemont du côté est, la 16e avenue et Bélanger au nord. Qu'est-ce que c'est? C'est une cohorte de 110 participants en fait, qui ont été recrutés avec près de 6 000 portes visitées et par rapport à l'éligibilité et tout ça, en tout 110 participants qui ont pu participer à travers 5 vagues de collecte de données. Vous voyez à l'écran une carte qui représente en mauve la répartition des aînés dans les 2 districts électoraux. Et en rouge, les petits triangles, ce sont les aînés où ils habitent, là, ceux qui ont été recrutés, mais évidemment, il y a une anonymation. Ça a été anonymisé pour ne pas savoir exactement les gens où ils habitent, mais ça vous donne une idée que c'était bien réparti. Cette cohorte-là avait environ 74 ans dans les 5 vagues de collecte et c'était majoritairement des femmes. Les résultats, qu'est-ce qui en ressort? En fait, qu'est-ce qui a pu être effectué? C'est d'abord une revue de littérature, comme dans toute bonne recherche, qui portait sur les déterminants de la marge des aînés. Un exercice de cartographie conceptuelle, un forum de discussion qui s'est déroulé en 2017-2018. D'abord et avant tout, les données qui ont été collectées par questionnaire et relevés de comportement, c'est-à-dire qu'on a demandé à des personnes aidées de porter un dispositif qui nous permettait de voir où ils se déplaçaient et à quelle vitesse, donc un accéléromètre, un GPS entre 2016 et 2018, et ce sont les 5 vagues de collecte de données que je vous ai parlé. Parallèlement à ça, comme on s'intéressait entre les liens entre comportement et environnement, il y a eu une analyse environnementale qui a été faite, donc un relevé qu'on pourrait dire d'intervention urbaine et aussi un audit de marchabilité, des propositions de réaménagement, une boîte à outils, comme je vous disais tout à l'heure, et évidemment le rapport final. Et j'ai inscrit produits dérivés juste pour faire un peu une petite blague par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que les résultats sont encore utilisés aujourd'hui. Il y a une personne qui fait son doctorat qui a dû interrompre pour un congé de maternité, mais elle utilise encore les données de Pacte Rosemont encore aujourd'hui. L'exercice de cartographie conceptuelle, en quoi ça consiste? Bien, c'est simplement, en fait, ça ressemble à un forum de discussion qui a réuni des participants en 2017. C'était autant des professionnels du milieu communautaire que des aînés comme tels. Et il y a une analyse statistique qui a été faite des résultats pour pouvoir regrouper en catégories les données. Donc, la question qui était posée, c'est la suivante. Quels sont les éléments dans votre quartier qui limitent la mobilité quotidienne des aînés?
voilà qu'est-ce que ça donne, donc dans un continuum entre choses qui relèvent du bâti vers le social. Et voilà, je vous les montre plus précisément. Donc, qu'est-ce qui était important pour les professionnels et les aînés? C'était l'entretien des rues et des trottoirs, le partage de la rue pour une mobilité sécuritaire, le mobilier urbain et l'accessibilité universelle, la déficience du transport en commun, et tout ça dans un esprit de favoriser une vie sociale inclusive. Si je vous montre ces résultats-là plus précisément, c'est pour vous dire, pour que vous ayez en tête que c'est beaucoup ce qui a guidé la suite de l'analyse des données et vraiment de la préoccupation. Puis, faites à noter, et je vous invite à consulter le rapport final là-dessus, c'est qu'on a constaté à ce moment-là une légère de perceptions différentes entre les aînés et les professionnels. Tout ça pour avoir en tête un petit peu qu'il faut parfois se méfier en tant que professionnel. On dit « Ah, moi, je pense que c'est ça qui est important pour les aînés », alors que les aînés eux-mêmes disent « Ben, pas tout à fait ». Donc, je vous invite à regarder ça. Les questionnaires qui s'appellent Veritas, vous aviez une photo d'écran en quoi ça consistait. Donc, quelqu'un qui était formé pour se rendre au domicile des aînés à l'avant-COVID et leur poser des questions par rapport au lieu de destination. Donc, ça consiste un petit peu à une genre d'enquête origine-destination, mais qui était beaucoup plus fermée, dirigée par rapport à, par exemple, où les gens faisaient leur épicerie. Donc, vous avez la question, par exemple, faites-vous au moins une fois par mois des courses dans une épicerie et pouvez-vous la localiser directement sur la carte pour que ça facilite la collecte de données. Donc, encore une fois, ça a été demandé 5 fois dans cette étude, on pourrait dire longitudinale. Voilà ce que ça donne. Ce sont beaucoup de cartes. Vous allez voir beaucoup de cartes dans ma présentation d'aujourd'hui. Je vous montre quelque chose d'un peu plus proche. Donc, ce que vous voyez, en rose foncé, les points roses, ce sont le pourcentage des participants qui visitent le lieu. Donc, on voit, par exemple, le métro de la rue Saint-Joseph est fortement fréquenté. Même chose pour le Maxi, même chose pour le Provigo, autant celui dans le secteur Angus que celui sur la rue Beaubien. Donc, ça confirme un peu la revue de littérature qui a été faite. On peut avoir tendance à penser que les aînés, ils vont à l'hôpital, dans les milieux de santé, alors que, évidemment, comme vous et moi, ils fréquentent beaucoup les commerces d'alimentation. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête beaucoup quand on fait de l'aménagement et à dire, bon, les gens, ils s'en vont dans les commerces d'alimentation. Donc, voyez, au départ, je vais juste revenir un petit peu en arrière, c'était les lieux de destination par pourcentage. Donc, un pourcentage de participants de l'étude qui fréquentaient ces lieux. Et ensuite, on a pu avoir les fréquences annualisées. Donc, c'est intéressant de mettre ça en parallèle, de dire, je reviens en arrière, vous voyez par exemple le Maxi, le Parc du Pélican, le Jardin botanique. Et quand on regarde avec les fréquences annualisées, on se rend compte, ah bien, regardons ça, c'est le fun. Le parc Pélican, le jardin botanique est presque visité aussi souvent qu'un commerce d'alimentation. Donc, ça peut guider vraiment nos interventions. Ça, c'est des choses plus proches du district Étienne-des-Marteaux. Les gens de Rosemont vont plus se reconnaître. Le Vieux-Rosemont, voilà. Et à noter, par exemple, que la boulangerie Première Moisson, c'est un commerce d'alimentation, mais c'est aussi un lieu de socialisation parce qu'il est doté d'une salle à manger et les gens vont souvent manger leur petit repas du midi puis jaser avec leurs amis. Et voilà, donc premier rang, métro sur Saint-Joseph, Maxi et justement la Première Moisson qui viennent en 3e rang. Donc, super intéressant de voir ça. Les données ont pu être compilées en fonction du mode de déplacement, chose aussi intéressante. Lieu de destination des participants à pied. Vous voyez comment ça ressemble à vraiment des commerces de proximité et que les gens, vraiment à pied, ils vont à beaucoup d'endroits, y compris au cinéma Beaubien, qui est près du parc Monson, donc qui est en rouge en haut de votre écran. En voiture, autre portrait intéressant. Vous voyez, le Provigo, secteur Angus, le métro sur Saint-Joseph, dotés tous les deux de grandes aires de stationnement, beaucoup plus fréquentées qu'à pied. Ou en fait, dans une grande proportion, mais si on revient en arrière, vous voyez quand même que ça peut être un ou l'autre, dans le sens que le Provigo Angus, à pied, pas beaucoup, mais, en auto, beaucoup plus.
moins de lieux, hein, aux choses intéressantes. Ensuite, lieu de destination des participants, on regarde ici en transport en commun, en transport collectif. J'ai fait ajouter à cette carte-là les lignes de desserte. Donc là, on voit un lien assez clair, hein. Donc, quand il y a une desserte, les gens se rendent là en transport en commun. Et on voit, par exemple, le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui ne ressortait pas du tout en voiture. Et là, il ressort en transport collectif. Donc, on dit, si l'offre est là, probablement que ça influence le fait que les gens s'y rendent. Ensuite, pour ce qui est des relevés de comportement, donc on a fait porter des GPS aux gens, donc il faut que ça serve, il faut qu'on puisse sortir des données de tout ça. Je vous ai mis une petite photo du SenseDoc, qui est l'outil qui a été utilisé. Les gens portaient ça pendant une semaine. Et les cartes qui sont ressorties de ça, vous voyez, c'est encore les deux districts. Ce qui ressort en plus foncé, rouge foncé, c'est des trajets qui sont faits donc en transport, pas en transport actif, de manière active. Donc, c'est le MVPA, donc la minute d'activité physique modérée à vigoureuse. Donc, on peut déduire que c'est en marche ou en transport actif style vélo. Pour être capable de ressortir des données encore plus intéressantes, parce qu'on voit en bleu, c'est probablement quelque chose qui a été fait en voiture. Nous, on a extrait. On a dit, on va enlever tout ce qui est probablement voiture pour être capable de dire, bon, mais par où les gens passent quand ils sont à pied ou à vélo. Et là, vous voyez, super intéressant. On le voyait déjà d'avance. La rue Masson, la rue Beaubien, ça ressort beaucoup. Donc, on se dit, on va s'intéresser à ces endroits-là. Donc, c'est comme ça confirme quelque chose qu'on avait déjà vu un peu avec les lieux de destination. Mais là, en plus, on a par où les gens ont passé pour s'y rendre. J'ai ajouté les lieux de destination pour vous donner une idée, qui est quand même, encore une fois, assez intéressant. Premièrement, c'était Vieux-Rosemont, le voilà, c'est Étienne Desmarteaux. Maintenant, comme je vous disais au départ, Pacte Rosemont, c'est essayer de faire des liens entre comportement et environnement, changement dans l'environnement. À ce moment-là, on est arrivé un petit peu avec, comment dire, un problème. On a eu une difficulté de collecte de données, de l'information, en fait. Par exemple, quand on questionnait autant la ville-centre que l'arrondissement pour savoir où étaient situés les bancs, on n'arrivait pas à trouver cette information-là. On s'est fait répondre, bien, désolé, il n'y a pas d'information. Et en creusant, bien, on a entendu en fait que, par exemple, quand un contracteur, on lui demande d'aller mettre des bancs à un endroit, bien, ça se fait un peu de dire, bien, j'arrive, j'ai mon banc, j'arrive sur cette rue-là, à telle intersection, je vois que, oups, il y a une bonne fontaine, je ne peux pas le mettre. Et bon, il installe le banc, puis après ça, oups, il s'en va. Et il n'y a pas de point XY, il n'y a pas de lieu directement qui est donné. Et donc, cette information-là n'est pas compilée et c'est une raison pour laquelle elle n'est pas disponible. Donc, peut-être leçon à tirer, mais ça viendra vers la suite. Après ça, on avait des données qui étaient incomplètes. Par exemple, on avait des données sur les arrêts stop. Donc, on avait les nouveaux stops, on n'avait pas les vieux. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a aussi un questionnaire qui avait été élaboré par les chercheurs qu'on appelait Veritas Intervention et qui demandait aux professionnels de Rosemont de dire, bien, avez-vous observé des changements dans l'environnement? Voulez-vous nous le dire? Le taux de réponse était très faible. Parce qu'évidemment, l'objectif était de dire, bon, bien, entre la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5, est-ce qu'il y a eu des changements, puis est-ce qu'il y a un changement de comportement qu'on pourrait attribuer au changement qu'il y a eu dans l'environnement? Donc, très difficile de le faire. Ensuite, autre chose, bien, justement, difficulté d'établir des liens clairs. Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y a une nouvelle saillie de trottoir qui est installée qui va faire en sorte que les gens passent là? Ou est-ce que c'est plutôt, par exemple, la rue Masson, ils ont installé des lumières. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, mais ça n'a pas rapport des lumières, mais ça peut influencer beaucoup l'ambiance. Et on sait que les aînés sont vraiment très sensibles à l'ambiance. Ça ressort de la revue de littérature. Donc, vraiment difficile. Donc là, à ce moment-là, bien, je vous montre des cartes qu'on a pu sortir de ça. Ça peut donner un mal à la tête, je vous avertis, là. Donc, parce que justement, on disait, bon, on va croiser l'information puis on va essayer d'analyser, de dire, est-ce qu'il y a un lien à faire? Tout ce qui est, vous voyez, les petits triangles, ce sont les saillies de trottoirs qui ont été ajoutés. Ensuite, on a les feux de circulation avec des comptes piétons. On a les dos d'âne. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Puis on a la mesure d'activité physique.
très difficile, à part de voir, par exemple, ça m'a fait rire un peu qu'à gauche, donc sur le plateau, il y a beaucoup moins d'eau d'âne. C'est difficile de faire des liens très clairs. Donc, même chose dans Étienne Desmarteaux sur le secteur Beaubien. Ensuite, quelle autre donnée on pouvait aller chercher de la part de la Ville de Montréal? Le réseau cyclable. Encore une fois, dire est-ce qu'il y a un lien à faire? Très difficile de faire ce lien-là. Canopée, îlot de chaleur, on a essayé de croiser encore une fois les données. Bon, ben, on voit par exemple que la rue Masson ou la rue Beaubien, ben, c'est fortement fréquenté, on le savait. Puis, ouch, beaucoup d'îlots de chaleur dans ce coin-là. Le Métro Plus, le Provigo, le CLSC sont des endroits où il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, ça peut nous donner des indications que c'est très important de faire des interventions dans ce coin-là. On a ajouté les résidences pour aînés qui sont les losanges bleus en disant, bon, ben, donc ça, c'est des pistes pour nous guider, mais encore une fois, faire des liens, c'était très difficile à faire. Collision routière, on regarde de plus près la rue Masson, rouge, donc très fréquentée. On n'est pas vraiment surpris, mais encore une fois, ça confirme le fait que c'est important de porter vraiment attention de ce côté-là. Et ça peut nous guider un peu comme arrondissement, comme professionnel, de dire et ajouter à l'argumentaire, j'ai envie de dire, pour dire qu'il faut vraiment porter attention à ces endroits-là. Et je fais juste vous dire que depuis ce temps-là, la rue Masson est dotée d'arrêts de circulation. Ce n'était pas le cas dans le temps, mais ça sera intéressant de voir un peu la différence là, par rapport à ça. Devant je ne dirais pas échec, mais disons, devant cette difficulté à avoir de l'information et surtout de la croiser avec les comportements, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable d'avoir un portrait réel et surtout actuel? On s'est dit, bon, ben, on sait qu'il y a des chercheurs à l'Université de Montréal qui ont élaboré un audit de marchabilité qui s'appelle Marchabilité pour les personnes âgées, MAPA. Donc, ce sont deux chercheurs, Paula Negron-Pobleté, Sébastien Laure, donc à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, avec l'aide de Karine Charef, qui ont fait cette plateforme-là, donc qui ont fait un audit de marchabilité dans différents secteurs. Cette plateforme-là est disponible en ligne, là, vous pouvez y avoir accès, c'est vraiment pour tout le monde. Et ça avait déjà été fait dans Rosemont. Vous voyez, en haut, c'est secteur Masson. Ensuite, en bas, c'est autour du parc Père Marquette. On s'est dit, donc peut-être que ça serait bien de mettre à jour ces données-là pour être capable de les croiser encore une fois. C'est là qu'entre en jeu l'Observatoire de la mobilité durable et l'étudiant Pierre-Olivier Robitaille qui a vraiment fait un beau travail là, de faire l'audit de marchabilité dans les 3 secteurs, autour de la rue Beaubien, autour de la rue Masson. Et là, on se rend compte, je vous lis un peu la typologie. Donc, évidemment, ce qui est rouge, c'est des segments ne disposant pas de trottoir ou avec un trottoir interrompu. Puis là, ben, on voit une gradation et rendu au type 5 qui est vert foncé, qui a des éléments de sécurité, mais aussi de confort. Donc, segment avec un trottoir non interrompu, avec une pente plate ou douce, disposant d'une marge avant ou d'une zone tampon et en plus de zones ombragées. Donc, évidemment, on tend à aller vers le vert le plus possible. On voit que la rue Beaubien, ben, c'est bien, mais là, on se constate que les accès à la rue Beaubien, ben, il y en a certains qui laissent à désirer. Parce que, donc, on doit avoir en tête, évidemment, ben, c'est bien, on sait que ces lieux-là sont fortement fréquentés, mais encore faut-il être capable de s'y rendre en sécurité et avec confort. Même chose pour la rue Masson. Vous voyez, la rue Masson, c'est quand même assez bien, mais oups, les accès, c'est rose, c'est rouge, attention. Et même chose pour le secteur Angus, où on avait en tête les endroits fortement fréquentés, Métro Plus, Provigo, CLSC. Mobilier urbain, information qu'on n'avait pas pu collecter, bien, grâce à cet audit de marchabilité-là, on était capable de le faire. Et bon, bien, cassez-vous pas la tête, là, qu'est-ce qui est jaune? C'est 100 bancs, tout simplement. Donc, ça nous donne un portrait assez, je dirais, choquant du besoin, en fait, qu'il y a vraiment dans ces secteurs-là. Et bon, il y avait, par exemple, on voit que c'est sur les artères, boulevard Saint-Michel, rue d'Iberville, où il y a des abribus avec bancs. Donc, que c'est de cette manière-là, souvent, que quand les aînés utilisent ces artères-là, ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont les plus agréables, mais c'est parce qu'elles ont des infrastructures. De là,
de toutes ces belles données-là qu'on a pu récolter, donc autant les lieux de destination, par où les gens passaient, être capable de faire un sens avec ce qu'on a pu trouver comme données sur l'environnement, on s'est dit, bon, ben, je pense qu'il y aurait un besoin de réaménager et de sécuriser les aires de stationnement. Et c'est là qu'on a demandé à Pierre-Olivier Robitaille de se concentrer sur le métro plus du boulevard Saint-Joseph, fortement fréquenté, le Provigo de la rue Rachel dans le secteur Angus, et je vous parlerai ensuite des réseaux de corridors autonomie qu'on avait pensé en fonction de se rendre d'un endroit à l'autre et donc pas nécessairement uniquement les strips commerciales. Voici le métro plus tel qu'il est actuellement, donc fortement favorable à la voiture et tel que Pierre-Olivier l'a imaginé à ce moment-là, donc en ayant en tête évidemment les abaissés de trottoirs, le vertissement, des endroits pour s'arrêter. Et voici une vue en plan. Les lignes directrices qui ont guidé son réaménagement, sa proposition, c'est évidemment le piéton en priorité parce qu'on avait constaté que les gens se rendaient autant en voiture qu'à pied et que de toute manière, on est tous piétons quand on sort de notre voiture. On marche jusqu'à l'entrée du commerce d'alimentation. Et ça, je pense que Hélène Fournel vous en parlera plus tard, ou en tout cas, elle pourra vous en parler éventuellement. D'avoir en tête beaucoup la sécurisation physique plus importante que la signalétique, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les comportements, beaucoup plus qu'en mettant un panneau, par exemple. Avoir en tête beaucoup les aires de déchargement. Il y a des gros camions qui s'en vont dans ces endroits-là, donc vraiment l'avoir en tête quand on fait nos propositions. L'accessibilité universelle, les corridors de déplacement naturel. Vous voyez, il y a un accès de par la 16e avenue qui est à droite de votre écran. Il y a aussi un accès par le sud. Donc, c'est vraiment un commerce qu'on peut avoir accès partout. Donc, l'importance de formaliser ces accès-là plutôt que de dire, bon, mais ça, c'est indésirable, puis on va remettre du gazon à l'endroit où les gens marchent. Plutôt, formalisons-le, c'est ça qui est important. Faire un lien avec le transport collectif, chose aussi qui est souvent oubliée. Vous voyez les arrêts de bus sur le boulevard Saint-Joseph, au nord. De faire des aires de repos et du mobilier, de disposer de mobilier, d'en mettre disponible, de faire des liens avec le quartier et évidemment le verdissement comme c'est un immense îlot de chaleur. Et moi, je pense que j'aurais été même plus généreuse que ce que Pierre-Olivier a fait. Donc, on ne se gêne pas là-dessus. Même exercice qui a été fait pour le Provigo de la rue Angus. Sur plan, ça donne ça. Vous pourriez le regarder plus en détail dans le rapport final. Ensuite, deuxième chose qu'on a fait pour Rosemont, donc de faire une proposition de corridor autonomie. Naoui Tardif pourrait vous en parler plus que moi. Je la laisserai faire. Donc, on s'est inspiré beaucoup d'une démarche qui a été faite en 2017 dans le Sud-Ouest. Donc, un groupe de travail multidisciplinaire a à ce moment-là élaboré une définition du corridor autonomie. Donc, corridor autonomie est un sentier universellement accessible où sont installés des bancs relais à intervalles réguliers permettant aux aînés de prendre des pauses lors de leur marche et de leur déplacement. À la TCIM, on a voulu bonifier un peu ça en disant c'est super top notch, vous avez vraiment bien pensé à ça. Nous, on le conçoit, le corridor autonomie, comme un réseau, un peu à la manière de pistes cyclables qui vont se déployer tranquillement de quartier en quartier. On pense beaucoup à mutualiser les infrastructures pour qu'on n'attende pas que tout soit parfait pour pouvoir implanter un corridor autonomie. Puis, vous avez vu dans les cartes tout à l'heure, dans le fond, une trame de rue qui est quadrille linéaire. Les gens passent partout. Donc, on ne peut pas intervenir partout en même temps. Donc, priorisons, mutualisons les infrastructures. On propose une démarche, comment fonctionner pour faire ce corridor autonomie-là et d'y aller, un peu comme je disais tout à l'heure, en maillage local et enfin, éventuellement, de quartier en quartier. Et en ayant en tête l'inclusion, dans le sens que, oui, les aînés, et surtout à partir de 75 ans, on constate que souvent, il y a un déclin qui est cognitif et peut-être qu'il va y avoir des problèmes pour la mobilité, mais il y a aussi des aînés qui sont très actifs, qui sont plus actifs que moi, qui ai 40 ans, 42 ans. Et donc, il faut avoir en tête que la sécurité est importante, mais l'ambiance est aussi importante et d'avoir cette ambiance-là en tête
en disposant de sites-trottoirs avec des fleurs et des bancs. Donc, c'est cette démarche-là inclusive qu'on avait en tête. Voici le corridor qui a été élaboré pour Rosemont. Il est dans le rapport final Pacte Rosemont. Vous pourrez pardon, je cherche mes mots. Consulter, voilà. De tout ça, Pacte Rosemont, beau projet de recherche et tout ça, on s'est dit, bien là, c'est bien ce qui a été proposé pour Rosemont, bien ça pourrait servir dans d'autres arrondissements, dans d'autres municipalités au Québec, et c'est pour ça qu'on a fait la boîte à outils avec en gros 6 fiches, donc 3 fiches thématiques et 3 fiches démarches. Les fiches thématiques sont tirées en fait de la revue de littérature et sont déclinées en 3 échelles, échelle du piéton, échelle du quartier et enfin échelle systémique. Et les fiches démarches, bien, en gros, c'est corridor autonomie, sécurisation des aires de stationnement. Vous pourrez aller aussi consulter. Je vous donne un petit aperçu de qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur ces fiches-là. Donc, vous avez la fiche échelle du quartier, vous avez les éléments qui sont importants à avoir en tête. On a mis aussi un petit persona qu'on appelle l'expérience de Madame Nguyen qui vous permet de vous projeter dans la peau d'un aîné et en quoi l'échelle du quartier, par exemple, Madame Nguyen, ça la concerne. Et ce persona-là, on le retrouve pour les 6 fiches. Donc, on a toujours dans toutes les fiches aussi à qui s'adresse cette fiche, les éléments à retenir et évidemment des ressources, un lexique et des références. Les fiches démarches, bien évidemment, il y a les étapes à suivre, même principe. Et pour ce qui est spécifiquement de la sécurisation des aires de stationnement, on a des exemples de bonnes pratiques. Entre autres, on a trouvé un IGA dans la région de Québec qui a vraiment fait un beau travail de vraiment sécuriser entre l'espace public jusqu'à l'entrée du commerce d'alimentation et aussi des petits inputs par rapport à la réglementation qu'il faut mettre en place parce que, bon, aire de stationnement, on parle d'espace privé et donc il faut qu'il y ait des changements dans le zonage, par exemple. Donc, on a Victoriaville, Drummondville et l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, qui a des bons petits cues à avoir en tête quand on veut faire ça dans notre arrondissement ou municipalité. Alors, tout ce qu'il me reste à vous dire par rapport à Pacte Rosemont, c'est d'avoir en tête vraiment que c'est un exercice qui s'est fait en concertation avec le milieu. Puis, il y a vraiment eu beaucoup d'allers-retours. Suite à la cartographie conceptuelle, par exemple, c'est des résultats qui ont été validés avec les élus, avec d'autres partenaires, dans un forum de discussion. Même chose pour le corridor autonomie, ça a été validé avec la table locale VVR pour voir si ça avait du sens, parce qu'on peut faire nos choses de notre côté, là, mais si ça ne fait pas du sens avec le milieu, bien, on passe un peu à côté de notre objectif. Ensuite, on a aussi, dans le rapport final, formulé des recommandations spécifiques pour Rosemont. C'est 142 pages, le rapport, donc il y a beaucoup de stock là-dedans. C'est ensuite une démarche diagnostique qui est reproductible pour en guider d'autres. Vous pouvez vous en inspirer. Ce sont des pistes réglementaires, des pistes d'investigation au niveau de la santé publique, des leçons à tirer par rapport aux données, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux bancs. Et c'est un outil, dans le fond, qui permet vraiment de prioriser des actions à mener dans le cadre de politiques municipales. Et j'ai évidemment beaucoup en tête les engagements des politiques MADA. Par exemple, on dit, bon, on s'est engagé à faire plein de choses. Bien, si on a une lecture du type qu'on a eu dans Pacte Rosemont, ça nous permet de pointer qu'est-ce qui est vraiment important. Même chose pour Vision Zéro, même chose pour les plans de mobilité locaux. C'est intéressant d'avoir ces fiches-là en tête et la démarche qui a été faite. Je m'arrêterai ici. Je remercie vraiment, encore une fois, Jean-Marc Laforêt, Pierre-Olivier Robitaille qui a vraiment fait un super travail et les géomaticiens, vous avez vu comment il y a eu des belles cartes. Ils ont travaillé très fort, Benoît Thierry et Mathieu Rancourt à la chaire Intervention urbaine et santé des populations de l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Amélie-Myriam. Ça a été fort instructif. Mais moi qui avais la chance d'être un peu initié au projet, j'en ai beaucoup appris. Alors, j'ai une ou deux questions pour toi durant la période de questions. Et, pardon, merci d'avoir pris le temps de remercier Pierre-Olivier, qui a vraiment, là, je l'ai oublié au début, mais qui a vraiment été là, un joueur clé dans ce projet-là. D'un projet à l'autre, allons vers le projet Zone Santé.
Alors, c'est mon plaisir de pouvoir vous présenter Naoé Tardif, qui est détentrice d'un baccalauréat en urbanisme de l'Université de Montréal. Elle s'est rapidement intéressée à l'impact positif de la mobilité active sur les communautés. Des études de deuxième cycle, elle a fait entre autres un microprogramme en mobilité, en transport en urbanisme, et ces études-là l'ont amenée à se spécialiser en mobilité durable. Elle a œuvré dans le milieu communautaire en collaborant au projet Quartier 21 et au programme de revitalisation urbaine intégrée, les fameuses RUI. Naoé a pu apprécier le pouvoir d'agir des communautés, entre autres en prenant part au projet de corridor d'autonomie. Alors, on en parlait un peu plus tôt. Un projet visant à favoriser la marche des aînés. Celui-là était dans le quartier Villemort-Côte-Saint-Paul, dans le sud-ouest. En mai 2021, alors hier, Naoé a rejoint l'équipe du Centre d'écologie urbaine de Montréal afin de converger ses intérêts pour l'action citoyenne et la mobilité active comme condition essentielle à des communautés dynamiques, sécuritaires et en santé. Alors, je pense que le projet Zone Santé est un magnifique confluent de tous ces intérêts-là. Alors, Naoé, je te laisse nous en parler. Oui, bien, merci beaucoup, Jean-Marc. J'espère que je ne décevrai personne en ne vous parlant pas aujourd'hui du corridor d'autonomie. C'est bien du projet Zone Santé que je vais parler. Donc, je vais démarrer mon partage d'écran. Voilà, ça convient, vous voyez la présentation. Parfait. Alors, Naoé Tardif, je suis chargée de projet maintenant en aménagement et mobilité active au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Puis, je vous parle aujourd'hui du projet Zone Santé pour un vieillissement actif. C'est un projet qui a été piloté par le Centre d'écologie en collaboration avec la table de concertation des aînés de l'île de Montréal, le CRE Montréal et l'Anonyme. Alors, le plan pour aujourd'hui, je vais d'abord vous exposer rapidement la mission du Centre d'écologie urbaine de Montréal, le CUM. On parlera ensuite de la vision et l'approche zone santé en faisant un retour sur les origines du projet, puis en présentant la démarche elle-même. Et je ferai avec vous un survol des résultats qui se déclinent en 3 thèmes, le diagnostic de mobilité des aînés, les solutions d'aménagement et les leviers d'action. Je terminerai avec une ouverture sur les suites envisagées au projet. Alors, le CUM est un OBNL qui a 25 ans cette année et qui a été créé par des citoyens engagés à transformer leur communauté. Le CUM vise à proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Ce qui nous guide au CUM, c'est de contribuer à des villes à échelle humaine comme génératrices de solutions pour agir sur les défis actuels. Et je crois que je n'ai pas à vous convaincre que le vieillissement de la population est un grand défi de nos sociétés pour les années à venir. Alors, à l'instar de la zone scolaire, la zone santé propose un aménagement de l'environnement bâti aux abords des établissements de santé qui favorise les déplacements actifs et sécuritaires chez les aînés. L'idée, c'est de favoriser des aménagements conviviaux, sécuritaires, lisibles et adaptés aux besoins des usagers vulnérables que sont les aînés, et ce, autour des établissements de santé qui sont des lieux, de par leur vocation, qui ont un rôle à jouer dans la santé de leur communauté, pas seulement entre leurs murs, mais également à l'échelle du quartier. Le projet Zone Santé trouve son origine en 2017, alors que le Centre d'écologie, la TCAIM, l'Anonyme et le CRE Montréal mènent un projet pilote aux abords d'un CLSC de Saint-Léonard. Ce projet-là comportait une série d'activités, sondage, marche exploratoire, observation terrain, puis il en a résulté un rapport afin d'améliorer l'accessibilité piétonne à cet établissement de santé. Cet exercice-là s'est ensuite étendu à 3 établissements de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Donc, les diagnostics réalisés lors de ces projets faisaient état d'une inadéquation entre les besoins des usagers, les environnements immédiats des établissements de santé, par exemple trottoirs trop étroits, intersections dangereuses, conflits piétons-véhicules motorisés, manque ou carrément absence de mobilier urbain, comme le démontraient très bien les cartes d'Amélie Myriam tout à l'heure dans Rosemont. Alors, les constats que les aménagements ne sont pas adéquats, que les aînés sont surreprésentés dans les accidents de la route impliquant les piétons et le fait que le besoin de fréquentation des établissements de santé augmente avec l'âge, ont fait émerger l'idée d'établir une norme à l'image de la zone scolaire pour favoriser l'accessibilité des établissements de santé. La zone santé pour un vieillissement actif, mais un vieillissement également inclusif et en santé.
La démarche s'est faite dans une perspective aînée, mais on considère qu'en tenant compte des besoins des aînés, il y a des bénéfices importants qui sont générés pour toute la population. Alors, le projet Zone Santé a été financé par le programme Québec Amis des aînés, CADA, et l'objectif, c'est de contribuer à stimuler une réflexion et entraîner un changement de pratique vers une systématisation d'aménagements adéquats aux abords des établissements de santé. Dès le départ, le souhait était de tenir une série d'ateliers de travail avec les parties prenantes impliquées, dont évidemment les usagers aînés. La pandémie, toutefois, comme pour bien d'autres choses, est venue chambouler le programme, puis on a dû réviser la formule. Étant donné que la possibilité de rejoindre les personnes aînées et que de tenir des activités sur le terrain ont été freinées, le projet a plutôt été constitué d'ateliers de discussion auxquels ont participé les partenaires du CIM dans la démarche, ainsi que des experts que je vais prendre le temps de nommer pour les remercier de leur contribution. Donc, se sont joints à la réflexion des gens de Société Logique, de Vivre en Ville, de Synergie Santé-Environnement, des gens de la DRSP, des acteurs municipaux aussi de la ville de Cowansville, des chercheurs et chercheuses dont les champs d'action rejoignent le sujet, soit Marie-Soleil Cloutier de l'INRS et Sébastien Laure de l'Université de Montréal. Les prochaines diapos je vais vous présenter les résultats des discussions qui ont eu lieu dans les ateliers et qui ont pris la forme de fiches dont le CIM et ses partenaires ont le plaisir de lancer la diffusion dès aujourd'hui. Le lien vers les fiches complètes vous sera transmis suite à la présentation. Alors, le premier atelier consiste à établir un diagnostic de mobilité des aînés. D'abord, au niveau démographique, le portrait du groupe aîné se modifie. Le graphique que vous voyez à l'écran présente la population des aînés de 1986 à 2066, puis il illustre très bien le phénomène de vieillissement de la population. La ligne pointillée représente la situation actuelle. Donc, on voit qu'on est déjà bien engagé dans le phénomène de vieillissement, puis que ça se poursuit encore jusqu'en 2066. Entre aujourd'hui et 2066, on va passer d'une proportion d'aînés dans la population qui est présentement à 18 à près de 30 soit 2,7 millions de personnes sur les presque 10 millions anticipés, alors qu'aujourd'hui, on a 1,5 million d'aînés. L'augmentation de l'espérance de vie en général vient également changer la donne, puis ça fait en sorte que les groupes d'âge de 75-84 ans et 85 ans et plus augmentent en nombre, puis les 75-84 ans deviennent presque autant importants que les 65-74 ans. Donc, quelques caractéristiques qui influencent la mobilité des aînés. Puis, je prends le temps ici de mentionner que les aînés, ce n'est pas un groupe homogène. Il y a une différence importante entre les personnes des différents groupes d'âge, puis entre les individus. Donc, les statistiques concernent tous les aînés, c'est-à-dire les gens de 65 ans et plus. Mais évidemment, plus on avance en âge, plus les caractéristiques nommées sont fréquentes. Alors, dans le groupe que représentent les aînés, il y a quelques 75% qui présentent des problèmes de santé longue durée. On note aussi une diminution de la capacité à conduire avec l'âge. Selon le milieu de vie, la perte du permis de conduire peut représenter une grande perte d'autonomie. Puis, l'isolement social et la solitude sont des phénomènes courants. Il y a près de 20% des aînés canadiens qui affirment manquer de compagnie ou se sentir isolés. Puis, on anticipe des chiffres à la hausse pour la suite. L'isolement et la solitude ont des impacts sur la santé tels que anxiété, dépression, diminution des capacités cognitives et les risques d'hospitalisation sont 4 à 5 fois plus élevés pour les personnes souffrant d'isolement. Il va sans dire aussi que la pandémie accentue l'état de vulnérabilité des aînés. Les bénéfices de la mise en place d'aménagements conviviaux. Donc, d'abord, amélioration de l'autonomie. Permettre aux aînés un accès sécuritaire et convivial à pied aux établissements de santé leur permet une plus grande autonomie. L'autonomie est souvent associée à la voiture, mais elle est donc très dépendante du permis de conduire. Il y a plus de chances donc de prolonger son autonomie en misant sur la marche à pied que sur la voiture en tant que conducteur. Adopter un mode de vie actif permet également une augmentation de la qualité de vie. Les personnes actives sont moins susceptibles de développer des maladies chroniques et de voir leur capacité cognitive décliner, de même qu'ils préservent leur santé physique
et diminue, entre autres, les risques de chute lors de leur déplacement. Finalement, des aménagements conviviaux favorisent l'accès aux services et la participation à la vie sociale. Ils sont donc plus inclusifs. L'atelier 2 s'est intéressé aux solutions d'aménagement. On a rapidement fait le constat que les typologies et vocations des établissements de santé sont variées en termes de taille et d'usagers qui les fréquentent, entre autres. Puis les environnements immédiats sont aussi très variables. Donc, tout milieu de vie nécessite la présence d'un établissement de santé, qu'on soit en milieu urbain, semi-urbain ou rural, par exemple. Des contextes différents demandent des réponses différentes. C'était alors un défi pour la démarche zone santé de dégager des principes d'aménagement qui s'appliquent à tout type d'établissement. Donc, les principes qui en sont ressortis restent généraux, puis leur application doit être adaptée au contexte. Les 3 principes issus des discussions de l'atelier 2 sont donc proposer un aménagement du site sécuritaire et à échelle humaine, ensuite d'assurer l'intégration du site aux différentes échelles de planification, puis de favoriser l'aménagement de parcours conviviaux. Le premier principe s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain même de l'établissement de santé. En guise d'exemple, je vous présente ici des images du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay. En bas à droite, c'est une photo de l'avant. On peut voir sur la photo au centre qu'il y a eu ajout de trottoirs avec bateau pavé en guise de débarcadère. Les allées piétonnes qui ont été refaites en revêtement bétonné plutôt que pavé, ce qui limite les risques de chute. Puis, il y a eu aussi l'aménagement d'une aire d'attente et de repos qui prend la forme toute simple d'un banc sous un arbre, mais qui apporte confort aux usagers. Donc, on le voit ici sur la photo en bas à gauche. Le second principe, assurer l'intégration du site aux différentes échelles de planification. Il est question ici d'intégration architecturale et territoriale. Donc, le traitement des interfaces entre le site même, son environnement et les différents lieux d'intérêt ou modes de transport à proximité, puis aussi de l'effet visuel du bâtiment dans son environnement. Est-ce que l'implantation est en cohérence avec la trame urbaine? Est-ce que le bâtiment offre une perméabilité du site? Puis, c'est quoi l'interaction avec l'environnement immédiat? L'exemple présenté ici, c'est sur le site de l'hôpital Saint-Eustache. Il y a eu l'aménagement d'un stationnement vélo sur le site de l'hôpital et ce stationnement vélo-là est connecté au réseau cyclable à proximité. Donc, on a eu le souci ici de connecter à l'échelle du site à l'échelle du réseau local. Le troisième principe, favoriser l'aménagement de parcours conviviaux. Donc, toujours en exemple, le site de l'hôpital Saint-Eustache, on a procédé à l'aménagement de corridors piétonniers qui offrent un parcours sécurisé avec des aires d'attente et de repos, très important pour les personnes aînées de pouvoir se reposer en cours de route. Donc, ça a été fait par l'installation de bancs installés à intervalles réguliers. Puis, pour plus de convivialité, on a aussi pris soin de couvrir ces haltes-là et de planter arbres et arbustes le long des allées piétonnes. Le troisième et dernier atelier qui a été mené dans le cadre de la démarche zone santé concernait les leviers d'aménagement. Vu la complexité du réseau de la santé et des services sociaux et la multiplicité des acteurs à impliquer, l'application des principes d'aménagement qu'on vient de nommer rencontre quelques défis. Les discussions de l'atelier 3 ont permis d'explorer quels pourraient être les leviers pour systématiser la mise en œuvre de zones santé. Alors, les 3 leviers qui ont issus des discussions de l'atelier 3 sont identifier un interlocuteur privilégié. À ce sujet-là, le constat était qu'il est difficile de trouver la bonne porte d'entrée pour les questions liées à la mobilité. Donc, identifier un interlocuteur en la matière au sein du système de la santé apparaît essentiel pour que cette question soit traitée efficacement.
On notait qu'au sein des 6 ECIUS, il y a les comités de développement durable qui sont une exigence du ministère depuis 2016, donc présents dans chacun des 6 ECIUS. Puis ces comités sont tous désignés pour agir comme interlocuteurs puis porter les questions liées à la mobilité. Par contre, actuellement, ce n'est pas explicite dans leur mandat et donc c'est souvent un sujet qui n'est pas considéré en priorité parce qu'il y a beaucoup de champs d'action à couvrir en termes de mobilité, de développement durable. Pardon. Le deuxième levier identifié, c'est de créer des espaces de concertation. Donc, dans les discussions autour de la démarche zone santé, sont souvent revenus les enjeux de communication à l'interne des mégastructures de la santé, mais aussi avec les différentes parties prenantes, dont les usagers, les municipalités, puis les acteurs locaux. Offrir des espaces de concertation, ça permet de saisir les occasions, autant afin d'arrimer différents projets entre eux, de favoriser une planification ou un phasage optimal, ou de mettre en commun des besoins pour une demande de financement, par exemple. Finalement, les outils réglementaires sont un levier important pour favoriser des conditions gagnantes à la réalisation d'aménagements cohérents, sécuritaires, conviviaux et à échelle humaine aux abords des établissements de santé, que ce soit à travers le règlement de zonage pour favoriser des milieux mixtes ou encore l'utilisation d'outils tels qu'un programme particulier d'urbanisme, PPU, qui permet de prévoir l'aménagement de l'ensemble d'un secteur. Je terminerai d'ailleurs sur un bel exemple québécois, la ville de Cowansville, qui a développé un programme particulier d'urbanisme qui s'articule autour de l'hôpital régional, puis qui mise sur le caractère santé du secteur. Les abords de l'hôpital présentent un fort potentiel de développement. Le PPU prévoit donc un milieu mixte pour que des services complémentaires s'implantent à proximité, puis diversifient le milieu de vie. Les infrastructures piétonnes et cyclables occupent également une place centrale dans la vision du secteur afin de prioriser une mobilité active et assurer des liens sécuritaires entre les différents lieux d'intérêt. L'expérience de Cowansville démontre d'ailleurs comment la création du circuit piétonnier qu'on aperçoit sur les photos du bas et qui permettent une vue imprenable sur le lac a été facilitée par son inscription au PPU qui a permis de soutenir la vision puis la concertation des acteurs. Alors, la démarche zone santé a rencontré quelques limites, outre celles imposées par la pandémie. Donc, je le nommais tout à l'heure, la variété de contextes dans lesquels s'inscrivent les établissements de santé. C'est difficile de généraliser les mesures à prendre. Puis aussi au niveau de l'institutionnalisation du concept dans les mégastructures qui composent le réseau de la santé et des services sociaux, puis les nombreux acteurs à considérer. Donc, les suites envisagées, on évoquait la possibilité de travailler sur un guide pour différentes typologies, exposer différentes solutions selon les différentes typologies. Et aussi, on avait un fort intérêt pour mener un projet pilote où on pourrait accompagner un cas pratique pour documenter le processus d'implantation d'une zone santé. Finalement, le contenu que je vous présentais, comme je le disais au départ, apparaît dans des fiches. Il y a 3 fiches qui ont été issues de la démarche, puis on va continuer, on amorce aujourd'hui la promotion de ces fiches-là pour susciter l'intérêt des acteurs concernés et rassembler autour de l'idée d'une zone santé. Les fiches seront disponibles sur le site urbanismeparticipatif.ca. Donc, on vous transmettra le lien suite aux présentations. Et c'est ce qui met un terme à ma présentation. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Naomi. C'est une très, très belle présentation. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu d'actualité que l'aménagement, les abords et la convivialité des zones santé de nos nombreux types de ressources en santé. On sait que ça va, on y va un peu trop souvent à la petite semaine. Alors, merci beaucoup d'avoir présenté des pistes fort éclairantes. Notre dernière présentatrice, et non la moindre, Hélène Fournel. Hélène est architecte paysagiste de formation. Elle possède un diplôme de 2e cycle en gestion de l'environnement, ainsi qu'une maîtrise en aménagement. Ces mandats professionnels l'ont, entre autres, mené à s'intéresser à la mobilité active, plus spécifiquement aux aménagements favorables à la marche.
chez Piétons Québec depuis mars 2020. Elle est responsable du projet Piétons un jour, Piétons toujours, qui s'adresse aux municipalités pour les inciter à améliorer la sécurité et le confort des piétons aînés. Alors, Hélène, je te laisse la parole. Merci Jean-Marc. Je vais donc partager mon écran. Voici. Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Il me fait plaisir de venir vous parler ce matin d'un sujet qui nous tient à cœur chez Piétons Québec, soit la sécurité des piétons aînés, qui est l'objet du projet Piétons un jour, Piétons toujours. En fait, c'est un projet pilote qui a été lancé en mars 2020 et qui vise à informer et outiller les municipalités à l'échelle du Québec sur les besoins des piétons aînés et de les informer et de leur partager des solutions d'aménagement qui leur sont plus favorables. Donc, et je remercie d'ailleurs le Conseil régional de l'environnement de Montréal de nous offrir cette occasion ce matin de venir vous informer non seulement de cet enjeu, mais des pistes de solutions possibles. Pour ceux qui ne connaissent pas Piétons Québec, mais sachez que c'est un organisme à but non lucratif d'intérêt public qui a pour mission de valoriser la marche comme mode de transport et qui travaille à faire évoluer les lois, normes et pratiques pour améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes qui se déplacent à pied au Québec. Voilà. J'espère que tout va bien pour l'instant, parce que je vous ai perdu, je ne vous vois plus. Donc, pourquoi on devrait s'intéresser aux piétons aînés? En fait, ce sont des usagers qui sont particulièrement vulnérables. Là, vous l'avez entendu aussi tantôt, il y aura peut-être des redondances, mais c'est important de le souligner plusieurs fois ce matin. Donc, le bilan routier n'est pas bon pour les piétons aînés. Il représente près de la moitié des piétons décédés dans la province. Et en 2019, même à Montréal, il représentait près de 2/3 des piétons décédés. En fait, chaque semaine au Québec, environ 10 piétons aînés sont happés par un véhicule motorisé, dont 4 aînés à Montréal seulement. Alors que ces personnes vaquaient tout simplement à leur occupation quotidienne, mais ces tragédies évitables bouleversent leur vie et celle de leurs proches. Et les blessures subies par les victimes qui survivent sont une menace réelle à leur autonomie, car avec l'âge, le rétablissement des blessures est plus long. Naoué l'a dit tantôt aussi, donc il y aura peut-être quelques redondances. Mais il reste que ce constat est inquiétant puisque la population québécoise, comme vous le savez, vieillit très rapidement. D'ici, là, on le voit sur le graphique à l'écran, d'ici 5 ans, près d'un Québécois sur 4 sera âgé de 65 ans et plus. Et c'est un changement générationnel qui va durer dans le temps, puisqu'en 2066, on estime que si la tendance se maintient, pour reprendre la formule connue, 28% des Québécois seront des aînés. Donc, d'ici 50 ans, on sera toujours dans une proportion très élevée de personnes âgées. Il y aura donc dans nos milieux de vie de plus en plus de piétons aînés qui seront exposés à de l'insécurité routière. Or, les aînés sont importants, bien sûr, ils ont acquis expérience et sagesse. Ce sont des citoyens qui ont participé au développement du Québec et ils contribuent à la vitalité des milieux de vie. Il faut donc agir dès maintenant et adapter les milieux de vie à cette nouvelle réalité démographique. Et face au vieillissement, il est important de favoriser le maintien des aînés dans leur milieu de vie, c'est leur souhait le plus cher. Or, la pratique de la marche, on le dit tantôt aussi, c'est à la fois une activité simple et accessible qui leur permet de rester actifs physiquement et socialement, tant pour faire de l'exercice que faire des emplettes, du bénévolat, visiter des proches et bien d'autres activités. Et c'est un moyen de transport incontournable. En fait, tout déplacement commence et se termine par quelques pas, peu importe son mode de déplacement. Et bien sûr, des personnes aînées n'ont pas le choix, n'ont pas accès à une automobile ou n'ont plus le permis de conduire, n'ayant plus les capacités de le faire. De plus, les bienfaits de la marche, là, encore une fois, je me répète un peu, les bienfaits de la marche sont reconnus pour la santé physique et mentale et les fonctions cognitives, et c'est largement documenté dans la littérature scientifique. Et la marche, d'ailleurs, a été une des seules activités permises et encouragées par la santé publique pendant la crise sanitaire de la COVID que l'on vit toujours et qui nous a fait aussi réaliser tous
que nos milieux de vie n'étaient pas très favorables au déplacement à pied, alors qu'on souhaitait tous être dehors en même temps. Bref, la marche est essentielle pour le bien-être et l'autonomie de tous, et particulièrement pour les aînés. Donc, même si les personnes aînées vivent de plus en plus longtemps en bonne santé, il reste qu'en avançant en âge, des aînés peuvent éprouver une ou des limitations fonctionnelles qui affectent leur mobilité. Donc, ils peuvent éprouver de la fatigue musculaire, des douleurs articulaires, des troubles de mémoire, avoir des problèmes d'équilibre, d'audition et de vision, ça peut être cumulatif aussi, et leur capacité physique et cognitive diminuant, les aînés marchent moins vite et leurs réflexes sont moins rapides. Mais ces caractéristiques les rendent davantage à risque devant une situation routière dangereuse. Et le corps, qui devient plus fragile avec l'âge, il reste qu'une personne aînée est plus susceptible d'être tuée ou gravement blessée lors d'une collision qu'une personne plus jeune, et ce, même à basse vitesse. Et de plus, les aînés craignent aussi de chuter sur la voie publique et de se blesser, autre élément qui pourrait menacer leur indépendance. Malheureusement, comme vous le savez, l'aménagement urbain planifié en fonction de l'automobile est peu favorable aux déplacements piétons et particulièrement pour les aînés. En fait, les services de proximité sont souvent dispersés sur le territoire et les distances entre ces services-là sont souvent trop longues pour leur capacité de marche. Et les infrastructures piétonnes, on l'a dit tantôt, Amélie le disait tantôt, sont absentes ou discontinues et inadéquates. De plus, en fait, le nombre de véhicules en circulation augmente sans cesse. Il a même augmenté beaucoup plus rapidement que la population au cours des 20 dernières années. Et davantage de véhicules sur nos routes, mais ça implique une plus grande exposition au risque de collision pour les piétons, particulièrement pour les piétons aînés en raison de leurs caractéristiques de marche. L'analyse de la répartition des piétons aînés blessés des suites d'une collision par catégorie de route nous montre le graphique à l'écran à l'échelle de la province et les barres en vert nous montre que davantage d'aînés sont happés sur une artère principale à plus de 40 %, là où se concentrent les services de proximité, et où la densité de circulation est plus grande et la vitesse des véhicules également peut être plus élevée. Et on note également que près du quart des victimes ont été heurtées sur une rue résidentielle à 23 % à l'échelle de la province et 22 % dans un espace de stationnement. Et lorsqu'on regarde la répartition des victimes par catégorie de route ailleurs sur le territoire de manière plus ciblée, ça semble aussi témoigner de caractéristiques distinctes quant aux caractéristiques du développement urbain du territoire. Par exemple, à Montréal, en bleu, c'est-à-dire, excusez-moi, en rouge, à Montréal, plus de la moitié des piétons aînés victimes, soit 56 %, sont happés sur une artère principale. Par contre, dans les villiers de l'île Montréal, excluant finalement la ville de Montréal, qui présentent généralement un développement plus typique de la banlieue, mais c'est les barres en bleu, bien près du tiers des victimes aînées ont été happées dans un stationnement comparativement à 9 % à Montréal. Donc, les commerces de proximité entourés de ces vastes espaces favorisant les déplacements motorisés représentent donc un risque pour les piétons aînés qui les traversent au péril de leur vie. En raison des caractéristiques de marche des aînés, la traversée des voies de circulation leur est particulièrement risquée. À Montréal, près de 80 % des piétons tués et blessés gravement ont été happés par un véhicule. Les piétons aînés, par un véhicule à une intersection ou près d'une intersection ou d'un carrefour gératoire. En fait, les piétons aînés peuvent avoir notamment de la difficulté à évaluer la vitesse des véhicules qui approchent au moment où ils traversent et le temps qu'il leur est nécessaire pour traverser l'intersection. Mais de plus, la durée du feu piéton pourrait être trop court pour eux. C'est peut-être un élément que vous avez déjà vécu à une intersection. Et comme on le voit sur l'image, des usagers vulnérables, particulièrement des aînés, représentés ici avec le contour en rouge, marchent plus lentement que la vitesse minimale qui est considérée pour calculer la durée du feu piéton, qui est cette mesure minimale est de 0,8 mètres secondes selon la norme québécoise. C'est donc ces usagers vulnérables ne peuvent jamais compléter la traversée de l'intersection à temps. D'autres usagers ici en contour orange ont peut-être le temps selon la vitesse de marche qui est considérée au feu piéton, qui pourrait varier entre 0,8
et 1,3 mètres secondes. En plus de la problématique de la vitesse de marche considérée au feu piéton, il y a le bouton d'appel du feu qui peut être difficile d'accès pour certains usagers. Il y a des piétons qui peuvent aussi méconnaître son fonctionnement. En fait, sans aménagement qui répond à leurs besoins, des aînés et d'autres usagers vulnérables ne peuvent pas traverser la rue en toute sécurité et ces éléments peuvent les mener à renoncer à se déplacer à pied vers le service, la destination de leur choix, ce qui peut se traduire par une réduction de leur autonomie. Des aménagements peuvent être réalisés pour améliorer la sécurité des piétons aînés à la traversée des voies de circulation. On va y revenir tantôt aux exemples. Par ailleurs, le risque de chute augmente avec l'âge et c'est un grand facteur d'insécurité pour les aînés qui marchent et qui craignent de se blesser. C'est une menace à leur autonomie. Les infrastructures piétonnes ne tiennent pas suffisamment compte des caractéristiques des piétons aînés. Par exemple, en matière de design, les trottoirs sont souvent trop étroits. Pour un piéton aîné, ça peut être difficile de croiser d'autres piétons sans perdre l'équilibre. Et les enfilades d'entrée charretière le long des trottoirs qui sont les abaissements dans le trottoir conçus pour accommoder le passage des automobiles, mais leur sont particulièrement inconfortables. Le changement de niveau peut leur causer un déséquilibre et entraîner une chute. Et c'est aussi douloureux pour les personnes qui ont des problèmes articulaires. L'état du revêtement des trottoirs est très important également pour leur sécurité. Les crevasses et bosses peuvent les faire trébucher et entraîner, bien sûr, des chutes. L'hiver, les aînés craignent aussi de glisser sur la glace et les amoncellements de neige constituent des obstacles pour eux. Il importe donc de porter une grande attention non seulement à la conception des infrastructures piétonnes dans un contexte de changement climatique, parce qu'on a de plus en plus de cycles de gel et dégel durant nos hivers, et de porter aussi une attention encore plus grande aux opérations de déneigement et de déglaçage. D'ailleurs, de nombreuses études et démarches comprenant des consultations d'aînés ont mis en lumière les défis rencontrés par les piétons qui avancent en âge et leurs besoins. Vous avez eu un superbe aperçu ce matin avec les deux exemples précédents. Globalement, ce qu'on doit retenir, c'est que les aînés qui marchent ont besoin, premièrement, d'espaces paisibles, de corridors piétons confortables, donc des trottoirs ou des sentiers piétons à l'écart de la circulation routière sans obstacle, et circulation routière et cycliste sans obstacle, suffisamment large pour faciliter le croisement d'autres usagers, idéalement d'une largeur minimale de 1,8 mètres. Un mobilier urbain adapté et des corridors qui offrent des points de repos, ombragés l'été pour prendre une pause au besoin. Éclairé suffisamment pour pallier la baisse de lumière à la fin de la journée, début de la soirée, à l'automne et à l'hiver, et du verdissement. C'est une grande motivation à la marche, la beauté des lieux, des fleurs et d'autres végétaux tout le long du parcours. Les trottoirs et les sentiers doivent offrir des surfaces planes, un revêtement régulier, lisse, sans être dérapant, déneigé, bien sûr, et déglacé l'hiver. Et le réseau piéton doit être connecté et efficient pour leur éviter de faire de longs détours qui est source de fatigue, qui pourrait les amener à prendre des risques et à traverser un endroit où il n'y aurait pas, par exemple, de passage piéton. Il importe aussi d'apaiser la circulation, je l'ai dit un peu plus tôt, aux abords des lieux qu'ils fréquentent, et la traversée de rue doit leur être simplifiée, adaptée à leur capacité limite, notamment aux intersections. Je vais vous présenter quelques exemples exposant des éléments des corridors piétons qui sont nécessaires au confort, à la sécurité de ces piétons qui avancent en âge et des aménagements qui leur facilitent la traversée de la rue. Donc, premier exemple, on a un corridor piéton confortable, un trottoir, un corridor séparé de la circulation des autres usagers automobiles et cyclables par une banquette, soit la zone où sont positionnés les bancs, poubelles, les arbres et tout autre élément du mobilier urbain qui présente vraiment un espace de circulation sans obstacle et les piétons peuvent donc circuler plus aisément sans crainte d'être bousculés.
Il n'y a pas de changement de niveau observable sur l'exemple. Le revêtement de béton est aussi régulier. On a fait des joints de dilatation qui ont été sciés. Donc, c'est plus facile aussi pour une personne qui utilise, par exemple, un aide à la mobilité, un déambulateur, par exemple. Des bancs de repos sont installés de manière régulière, sont visiblement ombragés l'été, donc une mesure importante d'ailleurs pour contrer l'effet d'îlot de chaleur urbain. Autre exemple ici, en fait, le trottoir le long d'une rue d'un quartier résidentiel typique des villes et quartiers de banlieue, comme on peut retrouver sur l'île, plutôt en périphérie des quartiers centraux de l'île de Montréal. Par exemple, ici, c'est à Longueuil. On avait une surlargeur de la rue qui est un incitatif à rouler pour les conducteurs à rouler très vite et aussi qui contribue à l'effet d'îlot de chaleur dans le quartier. On a donc profité du réaménagement complet de la rue pour aménager une banquette végétalisée de part et d'autre de la rue, ce qui a permis de rétrécir les voies de circulation. Ça incite les conducteurs à ralentir et à observer la limite de vitesse. Mais les trottoirs ont été élargis et surtout, la surface est plane puisqu'on a aménagé les entrées de stationnement dans la banquette. Donc, et le verdissement offre de l'ombre. On voit déjà, après quelques années, l'ombre projetée sur la rue. Donc, un effet de rafraîchissement. Puis, on voit sur la photo de Google qu'on voit deux piétons qui déambulent et la largeur du trottoir, visiblement, leur permet de circuler de manière plus aisée. Autre exemple ici, en fait, pour faciliter la traversée des voies de circulation à l'intersection, c'est un exemple d'un passage piéton qui est combiné à un îlot refuge qui a été aménagé à l'intersection du boulevard Henri Bourassa et Saint-Hubert à Montréal. Donc, l'espace refuge est situé dans le terre-plein et en continuité au passage piéton qui est pratiquement au même niveau que la chaussée. L'îlot refuge donne une chance aux piétons à mobilité réduite d'effectuer la traversée des voies en deux temps. Pour ceux qui marchent plus lentement, c'est une option finalement et ça leur permet également d'analyser la situation, un sens de la circulation à la fois. Le bouton d'appel du feu piéton est aussi à portée de main, contrairement à la situation précédente où le piéton devait franchir la bordure de béton pour atteindre le fameux feu d'appel piéton, ce qui pouvait être difficile pour une personne utilisant une canne ou un déambulateur, par exemple. On a aussi ajouté une bordure et des bollards qui assurent une meilleure protection et favorisent le sentiment de sécurité du piéton. On note également les présences de plaques podo tactiles pour prévenir les personnes ayant une déficience visuelle de la présence des voies de circulation. La largeur permet aussi de l'îlot le passage d'une chenillette et facilite son déneigement l'hiver. Et je porte aussi à votre attention que l'aménagement de l'îlot a permis de réduire le rayon de virage d'un véhicule, par exemple, qui s'insère dans l'intersection, qui veut opérer un virage à gauche, il doit ralentir plutôt si on compare avec la situation précédente, il doit ralentir et ça incite finalement le conducteur à observer le passage et à céder le passage aux piétons. Autre élément pour faciliter la traversée de la rue, mais c'est une intersection surélevée. Ici, l'exemple situé à Saint-Lambert, dans le secteur du Vieux-Village, où vivent de nombreux aînés qui regroupent plusieurs commerces et services de proximité. Le plateau, en fait, c'est un plateau qui couvre toute l'intersection, qui permet d'apaiser la circulation puisque les véhicules doivent franchir cette déviation verticale, c'est le dénivelé, mais ça permet d'éviter aux piétons de descendre et de monter les rampes de trottoir. Ils demeurent toujours au même niveau que le trottoir. Donc, c'est plus confortable pour les piétons aînés qui risquent moins une perte d'équilibre et de chuter. Le piéton est aussi plus visible pour le conducteur, donc il y a une meilleure visibilité réciproque puisqu'il demeure à la hauteur du trottoir. Et l'eau de pluie ou de fonte est évacuée du plateau, ça prévient l'accumulation de flaques et ça réduit la formation de plaques de glace sur le passage piéton. Ça réduit d'autant les risques de chute pour un piéton aîné. L'aménagement ici de passage piéton entre les intersections, mais ça permet de réduire les distances et d'améliorer la connectivité
du réseau piéton. Ici, cet exemple à Mont-Saint-Hilaire, devant une résidence pour aînés, où on a aménagé un passage piéton surélevé qui permet de rejoindre l'épicerie de l'autre côté de la rue. Le passage piéton est combiné ici à des saillies trottoirs de part et d'autre de la rue, ainsi qu'à un îlot refuge dans le terre-plein. Donc, les saillies de trottoir permettent de réduire la longueur de la traversée et de réduire l'exposition du piéton à la circulation. Ça permet également, au centre, on a l'îlot refuge, ça permet aux usagers d'effectuer la traversée, un sens de la circulation à la fois, donc de prendre une pause au centre au besoin. Le passage piéton, comme je le disais, surélevé, donc ça évite les changements de niveau, ça réduit d'autant le risque de chute et l'eau est évacuée hors du plateau, donc on prévient l'accumulation d'eau de fonte et de formation de plaques de glace sur le passage. Et on peut aussi agir sur les stationnements. Je l'ai dit tantôt, au Québec, un piéton est né blessé sur 5 et a été heurté dans un stationnement. C'est même dans les villes de Lier, de l'Agglo, de Montréal, c'est même un piéton est né victime sur 3 qui est happé dans un stationnement. Donc, peu importe qu'ils arrivent en voiture, comme conducteur ou passager ou en transport collectif, à pied depuis le quartier environnant, bien, ces espaces sont vraiment des espaces à risque pour eux. Et ici, l'exemple, c'est la ville de Victoriaville qui a profité du réaménagement d'un stationnement public pour améliorer la gestion des eaux de pluie, verdir l'espace au centre-ville, mais aussi pour améliorer la sécurité et le confort des déplacements piétons. Les nouveaux passages piétons surélevés s'inscrivent dans un parcours, c'est un corridor piéton qui permet de rejoindre ici les habitations multiples à l'arrière. Donc, le fait que les passages piétons soient surélevés, ça incite les véhicules à ralentir et à céder le passage aux piétons qui s'y engagent. Ça évite aux piétons de descendre et monter, c'est plus confortable, ça prévient l'accumulation d'eau de pluie, de glace. Et c'est toutes des caractéristiques qui réduisent les risques de collision routière et de chute, notamment pour les piétons aînés, en plus d'améliorer l'expérience sensorielle de se déplacer dans un véhicule, dans un tel espace qui est au départ plutôt banal. Donc, ces quelques exemples vus au cours de la présentation montrent qu'il est possible d'adapter les milieux de vie aux piétons aînés dans un contexte québécois. Pour ce faire, la vulnérabilité du corps humain doit davantage être prise en compte dans les paramètres du design des infrastructures routières, de même que les changements climatiques. Et de plus, l'amélioration des aménagements piétons doit être abordée dans une perspective d'accessibilité universelle pour tenir compte des capacités limites de l'ensemble des personnes qui se déplacent à pied, tant les jeunes familles que les enfants, les personnes en situation de handicap, le livreur qui vient porter des colis. Et les quartiers où il fait bon marché, bien, ce sont des milieux attractifs, vivants et résilients. Enfin, agir sur les aménagements pour améliorer la sécurité et le confort des piétons aînés, c'est bon pour tout le monde. Et en terminant, je vous invite à consulter la page web du projet Piétons un jour, Piétons toujours. Vous y trouverez notamment notre guide réunissant des fiches thématiques et des liens vers des outils diagnostiques et des démarches existantes, dont les démarches que l'on a vues précédemment. Des formations seront aussi offertes aux municipalités à l'automne et vous aurez aussi, en fait, l'information vous sera aussi transmise par la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame Fournier. Merci beaucoup, Hélène, pardon, pour cette belle présentation. Je pense que parler du rôle de piéton des aînés, c'est s'adresser à l'élément de base de leur mobilité. Certains, même dans les domaines comme l'ergothérapie, abordent la mobilité des aînés, même à l'intérieur de certaines résidences. Comment est-ce qu'on peut faciliter ça? Alors, je pense que de l'aborder dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui est d'autant plus pertinent. Alors, dans le fond, nous arrivons à la partie questions-réponses, le Q&A pour les intimes de notre présentation. Je suis convaincu que vous avez tous plusieurs questions qui viennent en tête. Je vais un peu lancer le débat. Je vais un peu lancer cette période-là. J'ai une question pour chacune de nos présentatrices. Alors, je vais commencer avec Amélie Myriam.
comment je peux dire, c'est vraiment se présenter un projet qui nous est cher, ça va de soi. J'ai envie de dire, pour un peu rebondir sur ce que tu mentionnais par rapport à l'absence d'une cartographie des bancs de parc, d'une cartographie des éléments urbains, là, du mobilier urbain à Montréal, à tout le moins. J'ai envie de je te pose la question, plus que des éléments politiques, là, plus que des éléments là, un peu là, d'éléments de politiques, est-ce qu'il y aurait une approche plus intelligente ou un outil qui permettrait une meilleure triangulation des besoins entre bancs et un milieu où justement là, c'est un peu plus aride à ce niveau-là? Je vais être bien sûre de comprendre ta question, Jean-Marc. Tu dis en dehors des leviers politiques, ce serait quoi l'approche qui... Pour pas répondre n'importe quoi, tu sais, des fois, les gens ne répondent pas à la question. Moi, j'aimerais bien répondre à ta question. Ça, c'est moi ma tendance à avoir des questions à la manière de Robert Scully. Ceux qui vont attraper la référence, je vous salue. Mais non, c'est simplement là, au lieu d'aller avec juste on va améliorer des choses ou Ouais. dans des projets comme Vision Zéro, c'est important par exemple, d'apaiser la circulation. Des éléments qui sont vrais, mais qui, des fois, manquent d'un côté tangible. Oui, OK. Ben, je pense que le fait d'abord, effectivement, d'avoir des données pour être capable d'avoir un portrait qui est réel de la situation, déjà, c'est déjà très bien. Je sais que dans Rosemont, puis je sais que la semaine prochaine, on va avoir une panéliste là, dans notre deuxième événement, Mme Pauline Turmel, qui est sur la table Vivre et vieillir à Rosemont a fait un excellent travail, la table et elle, entre autres. Là. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est elles-mêmes, elles ont fait la recension des bancs qu'il y avait. Et ils ont travaillé de concert avec l'arrondissement. Je pense que les tables elles-mêmes sont des leviers pour pouvoir parler avec les arrondissements, les municipalités, quand que les municipalités ont des démarches MADA, souvent ça figure à leur plan. Donc, déjà, d'identifier le besoin, d'être capable de voir ils sont où les bancs, ils sont où les non-bancs, de voir où on aimerait avoir les bancs. Parce que ça a été une chose, entre autres, qui a été dit à la table locale, Rosemont, au départ. En fait, c'est comme si le politique, même l'arrondissement, était très ouverte à dire « Oui, on va vous en mettre des bancs, mais où c'est que vous les voulez, vos bancs? » C'est dommage que ce soit des citoyens qui doivent faire cette recension-là, mais je pense que peut-être des organismes communautaires peuvent aider à ce que ça soit fait. Mais en général, je pense que plus d'acteurs parlent et s'en vont dans la même direction, plus ça a de chance d'être des leviers. Mais moi, en général, je pense que je viens de la recherche aussi, là, mais je pense que quand on ne sait pas ils sont où les bancs, ou on ne sait pas, des fois c'est la carte qu'on a faite, c'est choquant, mais ça fait réveiller les gens. J'ai envie de répondre ça à ta question, Jean-Marc. C'est une excellente réponse. L'implication citoyenne, c'est la base de tellement de choses, petites comme grandes. Alors, je pense que c'est déjà un bon levier, mais ça reste que oui. Je vais admettre que je me suis joint là, à ce groupe de gens qui ont été choqués d'entendre ça. C'est quand même un peu surprenant. Ça m'amène un peu à ma question pour Naoui. On parle justement là, de comment les gens peuvent s'impliquer, comment les gens peuvent se regrouper pour agir. Tu mentionnais dans ta présentation qu'un des leviers d'action, un des moteurs même, j'ai envie de dire, c'est la concertation. Pour moi, qui représente la table de concertation des aînés, c'est de la musique à mes oreilles, ça va de soi. Mais on a souvent pris l'habitude de concerter pour concerter, et certaines tables de concertation sont plus des lieux d'échange d'informations, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Des fois, des problèmes structuraux arrivent. Qu'est-ce qui serait, à tes yeux, par rapport à cet enjeu-là, par rapport à la mobilité durable de nos aînés, quelle serait une table de concertation idéale? Puis j'ai envie de rajouter une sous-question. Quels seraient les acteurs qui devraient siéger autour de cette table-là? C'est une belle question, mais je l'énonçais un peu dans la présentation, là, dans le cadre de zone santé, puis pour l'application à des établissements de santé, je pense que les comités de développement durable seraient vraiment un lieu propice où rassembler l'information pour tenir ces discussions-là.
je le mentionnais aussi, on a eu Synergie Santé-Environnement, qui est un organisme qui travaille de concert avec les établissements de santé. Donc, je pense que ce n'est pas tant le lieu de où est-ce que cette table de concertation-là se situe qu'elle existe, cette table de concertation-là, et qu'elle puisse rassembler les acteurs de tous horizons. L'expérience de Cowansville nous démontrait bien aussi comment c'est important que chacune des parties se parle, donc municipalité, chacun des personnes où le projet prend place, il faut que chacune des personnes concernées puisse être assise autour de la table et prendre part à la discussion pour qu'on puisse faire le meilleur projet possible. Dans le fond, c'est ça l'idée de la concertation, hein, c'est vraiment de pouvoir avoir l'apport de chacune des personnes concernées par un projet pour le mener à bien le mieux possible en tenant compte de chacun. Donc, pour les zones santé, il semblait évident que les acteurs autour des établissements de santé, donc CIUS en fasse partie, les municipalités. Très important aussi d'aller chercher les usagers, donc tout type d'usagers. Puis, j'abonde tellement dans le sens d'Amélie Myriam, les tables de quartier peuvent être des interlocuteurs privilégiés pour avoir travaillé au corridor d'autonomie avec Concertation Villemère-Côte-Saint-Paul. Ça a fait toute la différence qu'on puisse être là, puis apporter de l'information, être le lien entre la communauté et les professionnels. Donc, voilà, je pense que je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Naoé. Avant de poser ma question à Hélène, un petit point d'information. Pour ce qui est des éléments du projet Pacte Rosemont, ceux-ci sont en partie présentement sur notre site web dans l'onglet Ressources. Il y a un onglet Pacte Rosemont. On a eu quelques problèmes de serveurs qui, je vous épargne les détails. Le site web de la TCIM est une créature bien particulière. Tout ça pour dire que celle-ci sera beaucoup plus, espérons-le, conciliante avec nous un peu plus tard aujourd'hui. Alors, vous pourrez trouver toute l'information, toutes les cartes et les éléments que vous a présentés à Myriam un peu plus tôt. Je reste dans la thématique au niveau de mes questions du passage à l'action, de comment est-ce qu'on peut un peu améliorer les choses en général. Hélène, tu nous as présenté des éléments qui étaient basés dans le gros bon sens, des éléments qui sont, on n'est pas en train de réinventer la roue. Je ne pense pas que je me trompe quand je dis que ce sont des éléments qui sont dans le coffre à outils des urbanistes et des aménageurs depuis un certain temps. Mais on a souvent des cas où on montre souvent des bonnes pratiques, mais on montre quand même des éléments très précis. On sent qu'on agit, je ne veux pas dire avec trop de péjoration, mais des fois un peu à la petite semaine. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'on aurait besoin pour avoir de tels aménagements-là sur des beaucoup plus grandes surfaces, appelons ça même à l'échelle d'un quartier en particulier ou de villes régionales ou autres? Qu'est-ce qui manque pour faire ce petit passage-là du cas de figure à la norme? Ça aussi, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est un manque de vision, mais le manque de vision repose aussi sur le manque de reconnaissance que la marche est un mode de déplacement en soi et qu'on a complètement évacué les déplacements à pied de nos moyens de transport et c'est la base. Je pense que c'est ça qui fait qu'on ne reconnaît pas suffisamment l'essentiel des déplacements piétons. Même si on prend le transport collectif, il faut se déplacer à pied jusqu'à l'arrêt d'autobus. Il reste que c'est comme pas pris en compte. Puis, je pense que c'est notre réflexe vers la motorisation qui a fait qu'on a évacué cette vision de nos déplacements piétons. Puis on est tous piétons, que l'on soit conducteur ou utilisateur du transport collectif ou même cycliste. Je l'ai dit dans ma présentation, on fait tous quelques pas, même plusieurs pas, ça dépend justement du mode de transport. Et j'ai noté aussi au cours des rencontres aussi, en fait, le discours passe, on sent qu'il y a un intérêt pour la marche, mais on le voit plus comme un élément une activité de loisir, alors que ça doit être
considéré dans son ensemble. Et je dirais que ce serait là-dessus qu'il faut travailler d'abord avant d'arriver à une vision qui va nous mener à à des efforts de réseau piéton efficaces et courts et directs dans nos milieux de vie. Ouais, je dirais ça. C'est une excellente réponse, fort inspirante. Je passe la parole maintenant à Blaise, qui a fait un peu le monitoring là, de notre section Q&A et qui a les questions que vous avez, chers participants, adressées à nos panélistes. Blaise. Merci Jean-Marc. Alors, il y a François Boudreau qui s'interroge là sur les argumentaires pour avoir là, des banquettes verdies le long des rues. Donc, dans le détail, il y a beaucoup de résistance à avoir une bande tampon entre le trottoir et la chaussée pour des raisons d'entretien hivernal. Le bombardier, là, la chenillette, autrement dit, est limité à une pelle de 8 pouces pour tasser la neige s'il ne peut envoyer la neige dans la rue. Le tassement devient rapidement impossible. Avez-vous des conseils ou des arguments sur la question? Alors, je pense que ça s'adresse peut-être à Hélène ou Amélie a des arguments aussi. Bien, des arguments. J'ai envie de dire un début de réponse. Moi, comme on m'a présenté au départ, je viens de quitter Vivre en ville à travailler sur le projet des milieux de vie pour toute la vie. Je travaillais beaucoup en collaboration avec le laboratoire de l'hiver, entre autres, et je sais qu'il y a un projet qui s'en vient spécifiquement sur le déneigement en hiver en lien avec les aînés. Et donc, je n'ai pas d'éléments techniques à vous donner, mais je sais qu'ils cherchent, entre autres, des professionnels qui veulent travailler avec ça. J'avais aussi parlé dans Rosemont à des professionnels qui ont fait eux-mêmes des opérations de chargement de neige avec... Puis en fait, c'est que d'un arrondissement à l'autre, des fois, c'est des professionnels de l'arrondissement, des fois, c'est des sous-contractants. Donc, des fois, la machinerie n'est pas exactement la même. Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Donc, tu sais, des fois, c'est un peu comme la problématique des saillies de trottoir et des camions de pompiers, là. Donc, des fois, on dit, ben j'ai des gros camions de pompiers, je ne peux pas faire des saillies de trottoir. Bien là, ça revient un peu à ce que Hélène disait tout à l'heure. C'est quoi la priorité qu'on veut donner? Donc, là, moi, je réponds un peu de manière stratégique, là, on pourrait dire, et politique, mais je pense que ça fait partie des décisions qu'on doit prendre. Et donc, moi, je vous réfère aussi à Vivre en ville, qui aura certainement, éventuellement, des réponses à vous donner très précises là-dessus, parce qu'il va y avoir des groupes de discussion, entre autres, par rapport à ça, et qui va réunir des aînés et des professionnels dans des villes de petite taille, moyenne taille et grande taille. Je vous envoie à Vivre en ville. Voilà mon début de réponse. Mais je pourrais peut-être ajouter, en fait, oui, je l'entends aussi, cette question de la difficulté du déneigement des trottoirs lorsqu'il y a une présence de banquettes. Et effectivement, il faudra se mettre ensemble, ingénieurs, travailleurs de la voirie, pour trouver des solutions, parce qu'en plus, le contexte climatique fait qu'on a aussi des cycles des gels qui s'accumulent, qui se succèdent à travers ça. Et je pense qu'il faut quand même conserver l'idée qu'il faut prioriser le piéton et ces défis-là qui se présentent en raison des conditions hivernales, mais on doit y répondre avec l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans l'aménagement des infrastructures piétonnes. Merci Hélène. Merci Amélie Myriam. Alors, n'hésitez pas, hein, cher public, là, à poser des questions. Si c'est plus simple, vous pouvez aussi lever la main. On va vous donner le droit d'allumer votre micro, votre caméra pour le faire. Alors, on a Nicole Tremblay qui nous dit « Bonjour, depuis quelques années, j'ai travaillé avec Accès Transport Viable à Québec sur la mobilité des aînés dans les dernières années. Donc, normalement, ceux-ci doivent avoir des résultats. » Donc, elle est du quartier Saint-Sauveur à Québec, présidente du comité de citoyens et citoyennes du quartier. Et puis, ils ont beaucoup de préoccupations sur ces questions. Donc, ce que je comprends, c'est de mobiliser les décideurs là, par rapport à des résultats.
Ensuite, donc, on a quelqu'un qui a levé la main. Je vais aller donner la parole. Alors, Joanne Laforge, à vous. Alors, merci beaucoup pour les présentations. C'était fort intéressant. Je voulais renchérir sur l'importance justement d'unir la recherche et l'action citoyenne. Je pense qu'avec PAC Rosemont, on a un bel exemple parce que c'est vraiment venu, les résultats, la démarche qui est quand même, c'est une démarche scientifique, rigoureuse, c'est venu appuyer puis donner de la crédibilité aussi aux demandes citoyennes parce que c'est pas seulement, il y a tout le travail qui a été mentionné, puis Mme Turmel va en parler plus longuement à un autre moment, mais c'était pas juste une demande de certaines personnes qui voulaient comme plus de bancs. Ça s'appuyait sur des arguments, ça s'appuyait sur des facteurs, sur des études. Donc, ça vient vraiment ajouter de l'eau au moulin, puis ça vient dire aussi aux élus, bien écoutez, voilà, nous, nos demandes, on se base sur quelque chose qui est argumenté, qui est documenté. Donc, alors moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, comme citoyens, les citoyens peuvent se sentir un peu démunis face aux élus, aux arrondissements. Où des fois, on nous demande d'être des experts en urbanisme. Tu sais, quand on nous renvoie la question, bien, voulez-vous où vos bancs? Bien là, c'est un peu une façon de nous renvoyer à nos devoirs. Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis, donc, vraiment, merci pour toutes les démarches de recherche-action qui se font sur le terrain où là, on unit vraiment les chercheurs et les citoyens. Je trouve que c'est vraiment des belles initiatives. Est-ce que je peux dire un petit mot là-dessus, Blaise, tu me donnes la permission? Bonjour, Madame Laforge, je suis contente de vous parler. Effectivement, là, j'ai oublié que j'allais dire. Ah oui, ce que j'allais dire, je l'ai mentionné un peu dans ma présentation et j'ai envie de le redire. Effectivement, les démarches de recherche, ça donne de la crédibilité. Mais comme je disais, des fois, pour un chercheur, un non-résultat, c'est un résultat et ça lui convient. Puis c'est correct comme ça parce que lui peut se faire un deuxième devis de recherche pour aller comprendre c'est quoi qu'il n'a pas compris. Mais pour la communauté, il faut qu'il y ait des résultats, parce que c'est par respect, en fait, pour tous les 110 participants qui ont porté des capteurs GPS à 5 reprises, 7 jours de temps, qui ont répondu, la CDC, VVR, le Carrefour Montrose. Donc, le rôle de la TCAIM dans ce cas-là, c'était d'être très créatif. Puis donc, tout ça a été permis parce qu'il y avait un dialogue et tout ça. Et effectivement, ça donne une crédibilité. On ne peut pas effectivement chacun avoir des expertises dans tous les domaines. Donc, le fait de se mettre ensemble, ça fait une démarche qui fait du sens, ça fait des outils. Puis, ben, en fait, je vous remercie, Mme Laforge, aussi d'avoir participé à ça, parce que Mme Laforge est aussi de l'ESI de Rosemont. Il faut que je vous dise, je la connais parce que j'ai travaillé avec elle. Mais effectivement, si on n'avait pas parlé tout le monde ensemble, on n'en arriverait pas à des résultats comme ce qu'on a présentement. Il y a Nicole Tremblay qui a levé la main, alors probablement que j'ai mal traduit sa pensée. Allez-y, Mme Tremblay. Oui, c'est M. Tremblay. Ah, c'est monsieur, désolé. C'est pas grave, ça va, de toute façon, je suis habitué. Mais juste pour situer qu'en fait, là, juste pour compléter, au niveau du comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, on a fait, en fait, là, ce qui est assez rare pour un quartier, on a fait un plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur qui est, à partir de ce plan-là, en fait, là, il y a vraiment beaucoup de choses sur la mobilité et presque toutes les choses qu'on recommande à force on va appeler ça écœurer la ville, mais disons qu'on va plutôt dire susciter à des meilleurs aménagements. Là, on vient d'obtenir le 30 km au complet sur les rues résidentielles cet été. Là, cet été, effectivement, pour ceux qui veulent venir à Québec, vous pourrez voir, en fait, les rues conviviales en lien avec la pandémie. C'est comme si la ville a pris l'excuse de la pandémie pour tout mettre en pratique ce qu'on a demandé. En fait, actuellement, tout ce qu'on a demandé, effectivement, ça se fait. Ça se fait tranquillement, pas vite, actuellement dans le quartier. Et probablement qu'après Rosemont, parce que moi, Rosemont, je connais très bien, je l'ai fait au complet, là, à pied, parce que mon garçon reste là sur la 5e avenue. Et ce que je veux dire, c'est que
j'ai pris aussi beaucoup d'exemples qui se fait à Montréal, mais là, actuellement, je dirais qu'on dépasse là, nos attentes, en fait, par rapport à ce qu'on a prévu dans notre plan de mobilité durable. Et là, la ville est rendue plus proactive que nous. Ça, je suis bien content. Et c'est rare. Mais disons qu'actuellement, avec M. Labaume, qui, je pense, on a réussi à convertir à tout ce qu'on veut faire en aménagement, on va devenir effectivement probablement un quartier à suivre et à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit intéressant. Là, moi, je travaille beaucoup sur Vanier, là, qui est à côté. Là. Je pensais que vous aviez fait une photo de Vanier tantôt plutôt que d'une rue large, là, où il y a de la place pour faire toutes sortes de choses. Dans l'exemple que vous avez donné, je ne me souviens plus quelle ville c'était, mais ça n'a pas de bon sens. Tu peux mettre 5 autos de large dans ces rues-là. En tout cas, là, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ailleurs, mais chez nous, on est bien content de ce qu'il y en a. Merci, M. Tremblay. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées, pas d'autres questions. Je peux y aller d'une question de mon cru. Alors, on a vu des démarches, je pense surtout dans le cas de Pacte, très exhaustives, avec capteurs GPS à l'appui et tout ça. Pour beaucoup d'arrondissements ou beaucoup de municipalités, de villes, c'est un niveau de détail qui est très, très élevé puis qui n'est peut-être pas à la portée là, des ressources actuellement. Alors, est-ce qu'on pourrait définir un niveau minimum de diagnostic pour un territoire ou un niveau de ressources minimum là, donc à atteindre là, à mettre là, donc pour transformer les milieux de vie des aînés? Ben moi, je t'invite, Blaise, à consulter les fiches. Non, mais en fait, effectivement, dans la fiche, entre autres, corridor autonomie, parce que j'ai envie de te dire que c'est surtout celle-là par rapport à les données, là, qu'on s'est basé beaucoup sur les données, surtout pour dire, bon, par où qu'on va passer. Puis encore là, tu sais, il n'y a rien de parfait, surtout quand on pense en termes de réseau. Éventuellement, si on s'est trompé d'une rue, là, c'est pas si grave que ça non plus. Mais il y a beaucoup de pistes là-dedans. Dans étape 1, identifier les destinations. Bon, ben comment vous pourriez vous servir de ça si vous n'avez pas un questionnaire? On peut se faire un questionnaire maison, se servir justement des tables locales. Aller dans une fête de la famille, poser des questions, des choses en ligne. C'est des choses qui sont très accessibles aux citoyens, mais en tout cas, bref, dans la fiche Corridor Autonomie, entre autres, il y a plusieurs pistes pour dire, ben oui, OK, idéalement, ça serait cool que tout le monde porte des GPS, mais c'est effectivement pas accessible à tous. Donc, il y a plusieurs déclinaisons en fonction de l'étape, de dire, bon, ben ça serait l'idéal, mais comment on pourrait faire autrement? Juste les lignes de désir, d'aller voir les gens par où ils passent. On voit, dans le fond, le gazon qui piétinait, il nous le dit que c'est ça le lien avec le quartier. Juste aller sur le terrain, souvent, ça fait une grosse différence. Et valider avec les tables locales, entre autres. Ça serait mon début de réponse. Jean-Marc? Moi, j'avais une question pour un peu, à moins que quelqu'un d'autre ait une intervention qui s'adresse à tous nos panélistes aujourd'hui. Nous sommes quand même au milieu de deux campagnes électorales. Il y en a une pour un fédéral, peut-être que je vais peut-être un peu laisser de côté pour l'heure, mais la campagne municipale qui devrait s'activer bientôt. Le municipal est un terrain de jeu extraordinaire au niveau politique pour les actions dont nous avons parlé. J'abonde dans le même sens que Blaise. C'est vrai qu'on a vraiment vu aujourd'hui des présentations très, très étoffées, très, très avancées même. C'est peut-être pas à la portée de toutes les municipalités, mais toutes les municipalités sont, corrigez-moi si je me trompe, en élection le 7 novembre. Quelle serait, selon vous, la priorité? Quelle serait l'action, plus que l'engagement là, philosophique, là, un peu comme était le cœur de ma question à Amélie un peu plus tôt, mais vraiment une action, une chose à faire pour commencer de lancer le bal, pour améliorer la mobilité durable de nos aînés? Qu'est-ce que ce serait selon vous?
je ne réalisais pas que ma question était si cisaillante comme ça. J'ai vraiment clos le débat. Alors, je suis désolé. C'est dur de choisir une chose, mais je pense qu'on a vu de sérieuses améliorations à Montréal depuis qu'il y a une vision zéro qui a été adoptée. Je pense que de se munir de vision long terme pour des environnements favorables à la marche, puis là, nos présentations parlaient d'aînés aujourd'hui, puis je pense que c'est un bon angle à prendre d'aller vers les besoins des usagers les plus vulnérables parce que ça a des bénéfices pour toute la population. Je pense qu'on a nommé toutes les trois dans nos présentations. Se fier aux besoins des usagers les plus vulnérables va apporter des environnements favorables à la marche pour tous. Donc, je pense que de se munir d'outils pour envisager une vision long terme qui, à terme, fait qu'on n'a plus besoin de corridors d'autonomie, qui fait que, oui, si on passe par là, c'est correct, mais si on veut passer par là, c'est plus correct. Il faudrait que ce soit universel comme application de ces principes d'aménagement-là qui rejoignent tout le monde. Puis je pense que c'est ça. Un bon point de départ serait d'avoir une vision long terme. Tu ne veux pas parler, Hélène? T'attends? Bien, c'est parce que moi aussi, j'ai buté sur une action. C'est un ensemble d'actions qu'on doit prendre. Puis, oui, au départ, ça va prendre une vision. Fait que je dirais que la grande action, ça serait d'abord d'avoir un énoncé de vision, puis de reconnaître que la mobilité durable, c'est une partie intégrante, importante de la ville inclusive. Là, on entend beaucoup parler de l'inclusion, municipalité inclusive, mais il faut vraiment le mettre au cœur de ses actions et ça passe par une vision globale. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire au-delà, parce que je suis tout à fait d'accord, je partage l'opinion de Naoui et de Hélène, là. Au-delà des beaux engagements électoraux, là, qu'on soit capable de le reconnaître que ça prend un changement de mentalité, parce que si justement on ne met pas des sous là-dedans, c'est parce qu'on dit que ce n'est pas assez important. Je veux dire, ne pas agir c'est un statement en soi, j'ai envie de dire. Ça veut dire un peu que pour nous, ce n'est pas une priorité. Donc, effectivement, des démarches comme Vision Zéro, je suis tout à fait d'accord parce que c'est un changement de paradigme aussi. C'est de reconnaître que un humain, ça fait des erreurs. Donc, si on change le paradigme et qu'on change l'environnement pour empêcher qu'il y ait, pour laisser une chance à l'erreur humaine, je pense que ça risque. Donc, tu sais, engagement, ça vient avec du financement pour changer les choses pour vrai. Mais avant tout, il faut juste reconnaître qu'on se trompe puis il faut changer de direction. C'est un peu ça. Alors, on a un commentaire qui vient de s'ajouter. Donc, Julien Beaulieu, plus soit ce qui a été dit. Donc, comme vous avez dit, reconnaître que la marche est un mode de transport en soi serait une grande avancée. Pas toujours l'impression que c'est reconnu comme tel. Alors, en effet. Et puis, François Boudreau qui nous dit, en termes de vision globale, croyez-vous qu'il peut y avoir un rapprochement entre les itinéraires scolaires, les itinéraires des personnes âgées, aussi ces cas doivent être traités séparément en fonction des pochettes jeunes familles ou de personnes âgées. Donc, est-ce qu'on peut joindre ces deux enjeux-là ou on devrait les traiter séparément? Moi, je peux me lancer. Vas-y, Hélène, vas-y. C'est plus populaire que les élections, ça. Bon, okay. Oui, c'est peut-être moins complexe. Mais moi, je trouve que en fait, les besoins sont très semblables, mais au contraire, ça aurait peut-être des résultats plus efficaces si on consultait et on se mettait tous ensemble, tant les jeunes familles, la question de l'accès sécuritaire aux écoles que des accès aux services de proximité pour les aînés. Comme intervention, c'est de le voir vraiment comme une vision globale d'accès à pied à tous les services de proximité, écoles, commerces, centres communautaires. Donc, ne pas segmenter là,
les usagers à pied parce que les besoins sont très semblables. On parle de trottoirs larges pour laisser passer chacun, puis de voir à ce qu'on puisse passer sans se buter à un obstacle. Donc, je pense que ce serait plutôt, oui, ce serait une bonne idée de mettre tout ce monde-là ensemble, de les faire peut-être de partager leurs défis, puis de trouver ensemble des solutions lorsqu'on parle d'ateliers de participation citoyenne, par exemple. Là. Donc, oui, je dirais, mais tu veux peut-être te poursuivre dans oui. Oui, ben, je pense que c'est une excellente idée de voir ces deux éléments-là ensemble parce que tout cœur de quartier, ville, village va avoir des écoles et des établissements de santé et ben, plein d'autres lieux que les aînés et les enfants vont vouloir rejoindre, les parcs. Donc, je pense que c'est, oui, une très bonne idée de voir ça. Puis, plutôt que d'avoir deux concepts différents, zone scolaire, zone santé, ben, ça pourrait être, je ne sais pas quel nom il pourrait avoir, j'en ai pas qui me viennent à l'instant, mais un amalgame de tout ça qui fait en sorte qu'il fait bon de se promener à pied dans les villes pour tout type d'usagers, dont les usagers vulnérables que sont nos aînés et les enfants. Bien, moi aussi, je suis vraiment super d'accord. Puis, tu sais, dans le fond, tantôt, Naoui, tu disais l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de corridor autonomie, tu sais. Effectivement, mais là, en attendant qu'on en aille, parce qu'on peut pas, qu'on n'ait plus besoin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir partout. Effectivement, tu sais, moi, je dis la poussette à la marchette parce que souvent, tu sais, c'est la même chose. Tu sais, tu es dans le métro, les mamans, les papas qui ont une poussette, ils vont avoir la même préoccupation de besoin d'ascenseur, par exemple, pour aller dans le métro. Donc, il y a des connexions qui se font en disant hey, « je ne pensais pas que j'avais des choses de proches que toi ». Une personne aînée qui spécifiquement va avoir besoin de salle de toilette, un parent, son enfant qui a 4 ans, qui a envie de faire pipi tout de suite, c'est tout de suite. Là, t'sais. Donc, moi, j'ai parlé à des aînés, par exemple, qui faisaient des trajets juste parce qu'ils pouvaient, ils savaient qu'ils pouvaient arrêter à des endroits pour aller à la toilette. T'sais, c'est une réalité. Donc, clairement, puis quand on pense de proximité, c'est surtout penser à la proximité de manière générale. Donc, ça touche à la mixité, tu as parlé tout à l'heure, Naoui. Dans le sens que si tu es proche de ton école, si tu es proche de tout, je pense qu'en général, même si c'est un petit cœur villageois, tu vas être capable de faire des interventions qui vont rapporter à un plus grand nombre de personnes aussi, en même temps. Il y a quelqu'un aussi là, dans les questions là, qui nous propose une zone culture. Alors, zone santé, zone scolaire, zone culture, zone alimentaire. Alors, c'est ça. On peut décliner comme ça. Le temps file. Je vais y aller avec les personnes qui n'ont pas pris la parole déjà. Donc, Monique Lemieux, à vous la parole. Vous m'entendez? Oui. Voilà, je voulais faire une intervention. D'abord, je veux vous féliciter. Les présentations étaient absolument extraordinaires et m'ont appris beaucoup. Je voudrais faire une intervention comme piétonne et comme utilisatrice du transport en commun. Je pense qu'un changement de mentalité implique beaucoup d'éducation à tous les niveaux et je voudrais souligner deux catégories de personnes pour lesquelles il faudrait qu'il y ait vraiment des actions entreprises. Premièrement, les cyclistes. C'est bien beau d'avoir des voies, des corridors d'autonomie et tout ce qu'on veut, mais si les cyclistes interviennent dans ces zones-là, très souvent en créant la peur chez les personnes âgées, on le voit dans les zones piétonnes à l'heure actuelle, on ne sera pas très avancé, on continuera d'avoir peur de marcher. L'autre catégorie, les cyclistes qui ne sont pas disciplinés dans une ville comme Montréal. Autre intervention, je dirais, auprès des autorités de la STM, parce qu'il y a des chauffeurs d'autobus qui vraiment ne tiennent pas compte des personnes âgées. Quand on monte dans un autobus et qu'on n'a pas le temps d'aller s'asseoir, parce que tout de suite, il y a un démarrage brusque, ça aussi, c'est difficile pour garder la mobilité chez les personnes âgées. Alors, je voulais ajouter ces deux dimensions-là qui débordent un peu
de ce qui a été dit, mais qui, je pense, doit faire partie des préoccupations pour encourager la mobilité chez les personnes âgées. Voilà. Je peux dire un petit mot par rapport à ça? Ah, OK, je m'excuse. Non, vas-y. C'est sûr effectivement, le risque de chute, c'est clair que si on monte dans un autobus puis on a peur de tomber parce que le chauffeur appuie trop rapidement sur le champignon, effectivement, qu'il y ait une sensibilisation de la part aux chauffeurs d'autobus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis par rapport à... Moi, j'ai envie de, pour éviter les conflits là, entre les gens, j'utilise plutôt le vocable la personne qui utilise un vélo et la personne qui utilise une voiture et la personne qui est appelée à pied parce qu'une personne peut utiliser une voiture et prendre son vélo ensuite. C'est une préoccupation qu'on a en tête, le conflit des modes, effectivement, qu'il y ait une meilleure empathie entre les gens. Puis quand, par exemple, on a identifié le corridor autonomie dans Rosemont, bien, je savais que la voie plus facile, par exemple, était la première avenue, mais je savais très bien aussi qu'il y avait une piste cyclable là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on disait, on devrait peut-être le faire sur la deuxième avenue. Donc, clairement, une sensibilisation. Donc, la reconnaissance qu'il y a un vieillissement de la population et qui est là pour durer, ça demande une sensibilisation de tout le monde. Effectivement, les personnes qui conduisent un autobus et aussi toute la population de dire « Hey, tu as oublié peut-être de penser de la perspective de l'autre qui est difficile et que ça peut mettre en danger quelqu'un d'autre. Et pour une personne aînée, de tomber, ça a des graves conséquences et ça peut vraiment... des fois, c'est un début de la fin, en fait, là, parce que la hanche est brisée. Ça prend vraiment beaucoup de temps à se rétablir et tout. Je suis d'accord avec vous, Mme Lemay. Je vais reprendre la parole. On arrive déjà à la fin du temps qui nous était alloué. Je pense qu'on aurait pu rester ici pendant encore très longtemps. C'est quand même un sujet qui offre plusieurs avenues de conversation et de discussion. J'en profite pour remercier Naoé, remercier Amélie, Myriam, remercier Hélène de leur temps, de leur générosité, d'avoir partagé avec nous ces beaux outils, ces manières de voir les choses. Je peux déjà dire que de notre côté à la TCAM, ça nous informe et ça nous éduque sur bien des aspects de la mobilité durable de surcroît. J'en profite aussi pour remercier Blaise. Je l'ai fait d'entrée de jeu, mais je le remercie encore de l'invitation. Ça nous a donné une magnifique tribune et plateforme pour pouvoir présenter le projet Pacte Rosemont, mais pour justement montrer à quel point il est bien maillé avec les deux autres présentations que nous avons eues. Les travaux ne sont jamais faits seuls dans nos coins. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour le collectif, pour les communautés, vu que c'est quand même un panel de la grandeur du Québec. Je laisse la parole à Blaise pour le mot de la fin. Oui, alors, merci à tous les panélistes, merci à tous les participants de toutes ces études qui ont permis là, vraiment aujourd'hui de tracer un bel éventail, de voir aussi qu'il y a une grande convergence là, entre les trois projets qu'on a vus aujourd'hui. Et puis, ça me permet d'introduire l'événement de la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, on va passer plutôt dans le volet de mise en œuvre, blocage politique. Qu'est-ce qui fait que maintenant qu'on a ces connaissances-là, qu'est-ce qui fait que l'adaptation des villes au vieillissement n'est pas plus rapide? Et puis, en préparant ce panel-ci d'aujourd'hui, ce webinaire-ci, on en est venu un petit peu au questionnement. Est-ce que finalement, on n'est pas dans des dynamiques semblables entre l'adaptation et puis la diminution des changements climatiques et puis l'adaptation des villes au vieillissement de la population? Alors, c'est ce qu'on va traiter la semaine prochaine de midi à 13h15. Donc, je vous ai mis dans le chat, dans la discussion, là, le lien d'inscription pour ce panel-là qui va être très intéressant, assurément. Aussi, le lien pour toute la programmation de Jean-Barc. Alors, Jean-Barc, c'est les rendez-vous de la mobilité durable qui se poursuivent jusqu'au 30 septembre. On a une vaste programmation cette année. On va traiter donc encore une fois de vieillissement et urgence climatique, mais aussi d'acceptabilité sociale de ces transformations de l'espace public-là, de la démotorisation des ménages, de d'autres thèmes qui sont peut-être moins liés comme l'électrification des véhicules, par exemple. Alors, je vous invite à aller voir ça.
et d'aller voir aussi les liens que je vous ai mis là, vers les sites du Centre d'écologie urbaine, de la TCAIM, de Piétons Québec pour consulter les détails. Et je remercie une dernière fois aussi nos partenaires financiers qui nous permettent de travailler là-dessus et de tenir ces belles rencontres. Donc, l'Agence de mobilité durable de Montréal, qui est notre partenaire mobilisateur, ainsi que les alliés de la Fondation du Grand Montréal, Montréal Physiquement Active et la Fondation familiale Trottier. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite des quartiers bien aménagés pour tous les âges. Merci. Au revoir.